Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Alban Cogrel, donc, directeur de la FMDT. La FMDT est membre de l'UFISC. La structure, enfin l'organisation en tout cas invitante pour ce webinaire. Donc, on va co-animer avec Madame Patricia Koller, que vous avez entendu parler tout à l'heure, donc qui va co-animer avec moi ce temps de webinaire qu'on a voulu en ce 15 juillet pour enclencher un cycle de rendez-vous, qui va se tenir sur les 6 mois, voire les 7-8 mois qui viennent, jusqu'en mars 2021, dans la perspective d'un événement collectif qui s'appelle PopMine. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, mais qui est un événement qui est porté par l'UFISC, qui est un événement biennal qui a lieu tous les 2 ans et qui se pose comme un carrefour pour interroger nos responsabilités en tant qu'acteurs artistiques et culturels, et qui se veut un temps fort collectif, inclusif, on va dire, pour permettre de décloisonner et de contribuer on va dire, une réflexion sur nos pratiques et nos initiatives du local à l'international, puisque ce temps PopMine se veut aussi comme un événement fédérateur à un niveau européen, dans une dimension de remettre au cœur la question de l'intérêt général, des droits humains fondamentaux, des droits culturels. C'est pour cela qu'on a commencé, on va dire, on a enclenché ce premier webinaire autour de cette question un peu au centre de nos travaux. Où en sommes-nous des droits humains fondamentaux dans le contexte de crise Covid? Et c'est vrai que cette initiative, elle a été aussi prise par la démarche collective qui a été initiée depuis le début de la crise, qui est sous ce petit logo, peut-être que vous voyez, mobilisation et coopération art et culture contre le Covid. Rapidement, pour les uns et les autres qui ne connaissent pas forcément l'UFISC, donc rappeler de manière rapide ce qu'est l'UFISC, donc l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui est une fédération professionnelle du champ artistique et culturel qui fédère des unions de réseaux, des fédérations, des syndicats, qui représentent, on va dire, des entreprises artistiques et culturelles de l'économie sociale et solidaire à but autre que lucratif. Donc, ça a été créé en 2000, avec cette spécificité d'avoir cette double nature à la fois fédérale et syndicale. Et puis, 15 membres qui sont d'une diversité assez importante, qui vont du champ du spectacle vivant aux musiques enregistrées, aux arts visuels, aux médias, réunissant aujourd'hui environ 2500 structures représentées. Et dans ce cadre-là, plusieurs chantiers sont en cours. Donc, j'ai parlé de PopMine tout à l'heure, mais il y a également ce travail qui est initié depuis de nombreuses années sur la démarche de progrès autour des droits culturels et puis la mobilisation collective art et culture contre le Covid. Donc, j'en ai parlé, voilà un peu la démarche, la cellule de crise qui s'est mise en place avec le pilotage de l'UFISC et puis le nombreux volets de travaux et d'observations qui ont été initiés, l'observation, l'accompagnement, les politiques publiques, etc. Vous avez certainement dû voir également un certain nombre de communiqués de presse qu'on a pu faire ou de réactions par rapport à des situations sur lesquelles il était extrêmement important de réagir. Donc, le propos de cet après-midi, l'idée, c'était vraiment d'avoir un échange sur les effets de la pandémie et les mesures de confinement qui nous ont toutes et tous touchés, et comment, à partir des différents personnes qu'on a invitées, comment cette période de trouble a-t-elle transformé nos façons de penser, a-t-elle approfondi nos engagements, quels choix collectifs et individuels avons-nous fait, et puis comment, à l'heure des revendications pour l'égalité des dignités et des droits, de la remise en question de nos pratiques ou de la nécessaire transformation des politiques publiques, comment passer des propos aux actes. On a demandé à plusieurs compagnons de route et personnalités de venir contribuer et venir échanger avec nous. Donc, Luc Carton, philosophe, fervent, engagé dans le champ de l'éducation populaire et fervent défenseur des droits culturels. Prosper Vaner,
qui est gérant sociétaire associé à la SIC Les Oiseaux de Passage, fondateur de la SIC Les Oiseaux de Passage, et qui travaille sur l'enjeu du tourisme numérique au regard des droits humains et des principes coopératifs, et très engagé sur la question du commun, des communs, et puis également dans le champ de l'économie sociale et solidaire et du tourisme solidaire. Également Naïma Hubert-Yahi, qui est historienne, chercheuse associée à l'unité de recherche Migration et Société, et chargée de l'Observatoire des musiques et danses du monde chez l'association Ville des musiques du monde. Jean-Michel Lucas, compagnon de route de la FMDT pendant de nombreuses années, de l'UFISC, alias Doc Casimir Bisou. Et puis Patricia Koller, donc, qui va co-animer avec moi, et je vais lui tendre la parole pour pouvoir justement dans un premier temps peut-être resituer les travaux qui ont déjà été engagés et puis les premiers éléments de lecture qui sont en travail avec la démarche de progrès autour des droits culturels portée par l'UFISC. Merci beaucoup Alban pour cette introduction qui donc présente un petit peu l'objectif et le cadre dans lequel on vous a proposé ce webinaire de cet après-midi. Comme le disait Alban, l'UFISC travaille depuis longtemps à ces questions autour des droits humains et des droits fondamentaux, a réfléchi dès d'ailleurs sa création sur la question de l'utilité sociale portée par les initiatives artistiques et culturelles et dans quelle mesure elles se démarquaient d'un champ professionnel sectoriel plutôt basé sur une logique économique et marchande pour essayer d'ouvrir un autre espace qui soit qui est peut-être qui porte un autre sens et qui puisse être organisé selon des modalités, des pratiques, des initiatives différentes. Et donc depuis le manifeste pour une autre économie de l'art et de la culture de l'UFISC, déjà la réflexion autour de la diversité culturelle et des droits culturels des personnes, essayer de poser une autre manière de penser, une alternative à une forme plus institutionnelle ou justement plus industrielle ou plus marchande sur la matière culturelle. Il nous a paru important de démarrer une dynamique collective autour d'une démarche de progrès par les droits culturels, qui rassemble aujourd'hui un collectif de 25 réseaux à peu près, qui sont des réseaux de l'UFISC, donc plutôt ancrés, on va dire, comme l'a un peu précisé Alban, plutôt ancrés dans le champ du spectacle vivant, de la création art vivant, des arts visuels ou même un peu de l'enregistré avec des radios, etc. Et puis également des réseaux plutôt dans le champ de l'économie sociale et solidaire ou le champ associatif, évidemment le champ de l'éducation populaire. Et forcément, dans ce contexte de crise Covid, les acteurs rassemblés dans le collectif et également les acteurs de la mobilisation coopération art et culture ont très rapidement mis en exergue les valeurs et la vision politique portée par les droits humains dans ce contexte de crise, pour essayer non seulement de réfléchir, d'analyser ce qui nous arrive, mais aussi de penser les perspectives et de penser comment on va construire alors un présent ou un après, ça dépend comment on en parle, mais en tout cas qui puisse aller dans le sens de ce changement de paradigme que nous appelons de nos voeux déjà depuis des années. Je crois que la question des droits fondamentaux qui ont pu dominer à un moment donné un principe de l'économie qui nous apparaissait ou qui était donné comme prégnant et dominant depuis des années maintenant, était aussi est un élément révélateur dans cette crise, qu'il est possible de faire autrement, qu'il est possible à un moment de faire passer avant tout la question de l'humain, la question de la personne au cœur du sens de nos sociétés, tout dominé. Et je pense qu'un autre élément qui a été révélé, c'est aussi cette question des failles, on en parlait ce matin en réunion, des failles et des inégalités révélées par la crise.
Inégalité évidemment dans le champ de l'écosystème culturel, la question de la précarité des métiers, la question de la difficulté des personnes dans une crise comme celle-ci parce qu'elles sont en manque de protection sociale ou alors parce qu'il y a des disparités ou des inégalités territoriales et sociales fortes. C'était aussi la question de la valeur des métiers qui a ressurgi aussi comme un élément, une notion importante. Je pense presque en perspective, en mise en perspective de ce que nous a révélé la crise sur des métiers souvent invisibilisés, qu'on a beaucoup, nous, réfléchi dans le cadre des mouvements pour l'économie solidaire notamment, et qui nous oblige à réfléchir justement autour de quelque part de l'évaluation ou du sens qu'on donne au métier, de la manière dont on dit la valeur d'un métier et la valeur de pratique, et là qui nous interroge évidemment directement nous aussi dans nos métiers artistiques et culturels. Et puis peut-être un dernier point, il y en aurait de nombreux, hein, donc j'en ai choisi juste quelques-uns, mais peut-être le dernier point, ce sera la capacité d'initiative. Évidemment, la capacité d'initiative et de solidarité qui nous anime, qui sont aussi la capacité d'agir d'une société civile, qui est la capacité d'agir d'un champ citoyen. On l'a beaucoup vu dans le champ associatif, dans le champ social, avec des capacités dans plein de territoires de s'auto-organiser. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est depuis longtemps porté par l'UFIS, cette capacité d'auto-organisation, que ce soit au niveau des structures collectives, mais aussi des organisations collectives en termes de réseau et de capacité à faire coopération, à faire solidarité dans un moment difficile, et qui pourrait nous amener, mais on en parlera sans doute dans notre échange aujourd'hui, à cette question de construire un autre... peut-être une autre manière de faire politique justement avec les citoyens sur des processus de co-construction, sur des processus de dialogue entre initiatives civiles et politiques publiques qui doivent pouvoir émerger et apporter peut-être de nouvelles formes démocratiques. Et en cela, voilà, on avait fait du lien aussi avec des tribunes issues du champ associatif ou du mouvement pour l'économie solidaire, notamment une tribune portée par Jean-Louis Laville sur cette question de la co-construction des politiques publiques. Mais sachez que dans le cadre de cette démarche autour des droits culturels, on a aussi des perspectives en termes de récits d'expérience, en termes d'accompagnement et de formation et d'articulation justement entre plusieurs dynamiques et expériences autour des droits culturels, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, il va falloir être fort et il va falloir être mobilisé dans le rapport de négociation autour des politiques publiques. Merci Patricia. Je vais passer la parole à Prosper Vanner qui s'occupe des oiseaux de passage. Voilà, je te laisse peut-être prendre la main et présenter dans un premier temps les oiseaux de passage et puis ensuite réarticuler l'échange avec ce que vous vivez au quotidien en ce moment. En tout cas, déjà, merci pour l'invitation. Ce n'est pas la première fois qu'on échange justement sur ces questions-là. Oui, je vais présenter rapidement les oiseaux de passage. Donc, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est une plateforme coopérative de voyage, une plateforme numérique. Et c'est aussi une structure de recherche et développement, puisque dedans, moi, j'ai fait une thèse, par exemple, en anthropologie sur ces enjeux, droits culturels, numériques, etc. Et on travaille aussi avec des laboratoires de recherche. On participe, par exemple, à des programmes comme les volontaires des droits culturels en Nouvelle-Aquitaine, le réseau européen sur la Convention de Faro, on en est membre, et après d'autres programmes comme TAPAS sur les plateformes coopératives ou plateformes en commun sur la question du numérique et des communs. Donc, on a ces deux dimensions, recherche et développement. Donc, ce qu'on développe, c'est une plateforme de voyage qui est en ligne depuis 1 an et qui est une plateforme qui permet à des communautés locales de partager à la fois leur hospitalité et des récits des histoires, itinéraires, etc. Donc, très concrètement, des hospitalités, ça peut être des hébergements, des activités, des lieux où aller, des productions locales, des créations artistiques. Et il les présente et en même temps, ils peuvent les raconter sous forme d'itinéraires, d'histoires, etc. Les membres, il y en a que vous connaissez, c'est des réseaux de type les auberges de jeunesse. Ça peut être regroupé autour d'une auberge de jeunesse. Ça peut être une coopérative d'habitants comme celle d'Hôtel du Nord, dont je suis gérant dans les quartiers nord. Ça peut être un parc régional, accueil paysan aussi, qui est membre de la... Il y a aussi la FMDT, qui est membre de la SIC, les autres passages. Et donc aussi, ça peut être monté comme à l'initiative de la communauté d'une structure comme la Métive,
qui est un lieu culturel qui montre aussi une communauté d'hospitalité. Donc ça, c'est la plateforme. Après, on a un grand référentiel qui sont les droits humains, mais on focalise plus sur deux choses, qui est la Convention de Faro, sur la question du droit au patrimoine culturel, Convention du Conseil de l'Europe, et l'autre sur les principes coopératifs sur la question économique. C'est un peu deux éléments de cadre de référence pour les communautés avec lesquelles on travaille. Sur la période du Covid, plus précisément, on a été amené à travailler sur la question numérique, beaucoup, parce que le numérique a pris énormément de place. On le redisait encore aujourd'hui, on est en train de faire une réunion en ligne. Ça a pris dans la vie privée et dans la vie aussi publique et dans la vie professionnelle un espace de plus en plus important. Et nous, on est une plateforme numérique et du coup, ça nous a interrogés. On a pris aussi des positions contre l'application Stop Covid de l'État par rapport à la question de l'usage des données. On a pris aussi des positions pour arrêter les plateformes de distribution en ligne parce que les livreurs à vélo prenaient des risques et sur les questions de travail, de conditions de travail, etc. Donc, on a comme vous, je pense qu'on a soulevé beaucoup de questions, mais là, l'exemple que je voulais donner était très concret, était sur cette question du numérique et sur cette question de nos décisions de dénumériser notre plateforme, alors que c'est notre outil sur lequel on mène une action, et surtout de vous donner un exemple qui est assez précis, qui est le moteur de paiement. Et le système de paiement. Pourquoi? Parce qu'avant le Covid, la plateforme, je vous disais, on a les communautés qui partagent, il y en a une soixantaine, il y a 1 millier d'offres à peu près sur la plateforme, qui partagent leur contenu et qui les racontent. Et donc, la prochaine étape pour nous, normalement, puisque de plus en plus de gens utilisent le numérique, que toutes les données convergent pour dire que le voyage sera numérique, etc., c'était de mettre en place un système de paiement pour que les gens puissent payer directement en ligne, réserver, avoir leur facture, etc., que tout ça soit numérisé. Et on a décidé, ça c'était avant le Covid, et donc on était en train de chercher des moyens financiers pour développer ça. Et là, on vient de décider qu'on allait changer complètement de système et qu'on allait dénumériser parce que les systèmes aujourd'hui de paiement en ligne, pour nous, ne sont pas des systèmes qui créent de la relation humaine, mais bien au contraire, qui vont standardiser, qui vont intermédier, qui vont empêcher, qui vont faire, bizarrement, dans un secteur qui est normalement le numérique, le tourisme, on est censé créer de la relation entre les personnes, ça va créer de la distance et ça ne va pas créer de la relation humaine. Donc, pour vous, juste pour revenir, je pense que vous avez tous utilisé une plateforme de réservation en ligne. C'est très simple, on rentre ses données, quand est-ce qu'on veut partir, etc. Donc, des données qu'on fournit à la plateforme. Inversement, les hébergeurs fournissent des données pour qualifier leur offre, combien il y a de chambres, qui ils sont, où ils sont, etc. Et après, il y a un algorithme qui va tourner. C'est ça le système de paiement et qui va notamment à la fin vous faire rencontrer une offre et une demande et qui va proposer un tarif et vous allez accepter ce tarif et vous allez réserver en ligne, payer en ligne. Et c'est comme ça qu'on crée, en fait, cette relation, elle se crée via ce système numérique. Derrière tout ça, ça paraît neutre puisque c'est de la technique. Voilà, ça, et même pour des développeurs, souvent c'est neutre. La seule question qu'on se pose souvent, c'est la question de la propriété de la plateforme et la propriété des données. C'est là-dessus qu'il y a des débats dans le numérique, mais il n'y a pas de débat sur l'outil numérique. Et nous, on se rend compte que non, ce n'est pas du tout neutre. Et tous les retours qu'on a de nos hôtes, c'est qu'en fonction des plateformes de réservation, ils vont avoir des comportements différents des personnes qui vont venir chez eux. Donc, du coup, on s'est interrogé aussi sur l'outil que nous-mêmes, on a construit. Ça nous a pris 3 ans. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup d'emprunts pour développer un outil qui crée un type de relation. Et donc, du coup, derrière, en fait, on s'aperçoit que la seule logique qui est derrière, c'est celle du gain. Si moi, je suis un voyageur, je vais utiliser des comparateurs pour trouver la meilleure offre et je vais même mettre des alertes et je vais réserver, je vais essayer d'avoir en gros le meilleur rapport qualité-prix. On fait tout cet exercice pour y trouver. Et il y a même aujourd'hui des comparateurs qui vous permettent d'avoir des alertes et de vous dire attention, ce que tu as réservé hier, c'est moins cher aujourd'hui, tu peux changer d'endroit. Les hôteliers ont la même chose, les chambres d'hôtes, etc. C'est-à-dire qu'ils ont des revenus managers et ils vont mettre, on connaît les prix saisonniers. Ils vont faire varier, et même il y a des logiciels aujourd'hui qui font varier les prix tout seuls. Et il faut vous savoir que vous, acteurs culturels, quand vous programmez un événement sur une ville, ça va être capté par un de ces systèmes-là et qui va automatiquement augmenter le prix de la nuitée sur la ville. Parce qu'ils captent tout, ils captent la météo, ils captent les événements culturels et sur ça, ils vont faire monter ou baisser les prix. Donc voilà, quand vous organisez un événement, du coup, ça va faire remonter sur Booking Airbnb les prix de personnes qui vont peut-être venir là, même pas pour votre événement, et peut-être qu'ils doivent venir là pour des raisons de santé ou autres, mais ça va avoir un impact à ce moment-là. Et les plateformes elles-mêmes, elles sont sur une logique aussi de gain qui est encore différente. Elles vont capter un pourcentage sur le flux. Donc, du coup, elles ont tendance à vouloir capter. Donc, elles ne vont pas vous permettre de rentrer en relation. Vous savez peut-être, quand on réserve, il faut avoir payé pour pouvoir rentrer en relation. Les textes sont formatés, les photos sont formatées, les images, les emails sont reformatés, etc. pour qu'ils soient sûrs que vous passez bien par ce tunnel qu'ils appellent de réservation de la plateforme pour qu'eux, ils puissent prélever leur pourcentage et surtout vous gardez-vous et gardez l'hébergeur
pour que la prochaine fois que vous réserviez, vous soyez de nouveau obligé de passer par eux. Donc tout ça, c'est une optimisation du gain de la part du voyageur, de la part de l'hébergeur et de la part de l'intermédiaire. Et nous, on s'est retrouvés en fait à faire ce qu'on appelle du benchmark. On a trouvé le meilleur, on a copié-collé, on a essayé de faire encore mieux que ça. Et on s'est aperçu que la réalité n'est pas du tout la même dans les autres qu'on a. Je vous disais des gens qui hébergent. Je vais vous prendre un exemple. La coopérative où je suis, dans les quartiers nord de Marseille, on a une 60aine de chambres, on a des gîtes, des résidences d'artistes, des chambres d'hôtes. Et les gens qu'on héberge en priorité, c'est les gens qui viennent à l'hôpital Nord. C'est 10 000 personnes par jour. Et c'est des aidants. C'est des gens qui vont accompagner souvent des enfants qui sont hospitalisés sur des durées assez longues. Et donc, quand ils arrivent, bon, déjà, voilà, ils sont dans un état d'esprit particulier. Ils ne savent pas pour combien de temps ils vont être là. Ils ne sont pas forcément prêts à payer le prix touristique parce qu'à ce moment-là, il y a un festival, etc. Ils vont peut-être vouloir changer. Là, ça va peut-être le père qui va venir, la mère après, des amis, ils vont devoir tourner, etc., revenir des week-ends après. Donc, tout ça, nous, ça se passe dans une relation où quand on appelle un hôte, il va tenir compte de cette demande-là, il va faire varier les prix en fonction de la personne, il va peut-être lui proposer d'aller chez un autre hôte, ce qui surprend souvent les personnes parce que c'est plus adapté, parce qu'il y a un transport en commun, parce qu'il y a un parking, parce qu'il y a une capacité d'accueillir la famille. Ça veut dire qu'il y a une relation qui se crée qui fait qu'à la fin, il y a une pratique d'hospitalité. Ça, quand on va dans le numérique, on ne peut pas le traduire. On ne peut pas, quelqu'un qui va réserver une chambre aujourd'hui, qui doit aller à l'hôpital Nord dans les quartiers Nord, il va arriver d'abord en premier sur les hôtels à carte, etc. Et il ne va pas pouvoir expliquer sa situation, il ne va pas pouvoir négocier à bénéficier d'une hospitalité. Et du coup, ça, après, je peux vous le décliner sur les gens qui sont hébergés, que ce soit des familles, que ce soit des gens dans le tourisme social, que ce soit des gens qui cherchent un refuge, que ce soit des saisonniers, que ce soit des stagiaires. On est toujours dans un moment, le numérique, il est seulement sur une logique de gain et du coup, il empêche l'expression de ces formes, de ces besoins et de ces rencontres entre les personnes. Et du coup, quand je disais nous, ça nous a emmené à dénumériser. Pour être plus précis, d'abord, ça nous a emmené à vouloir sortir des standards. Le tourisme, c'est des standards et on est obligé de rentrer dans ces cases. Nombre de lits, climatisation, pas climatisation, etc. Et du coup, on rentre dans un secteur et le numérique l'accentue encore plus parce que lui, il a besoin de réduire l'offre à la fin à 3 choses, la localisation, le prix et la réputation. Parce qu'après, avec ça, il peut le mettre en compétition les uns avec les autres. Donc, on va dire que la standardisation, déjà, nous enferme dans un cadre et surtout, elle fait disparaître tous les autres contenus. Donc, il se trouve que nous, tous nos membres, ils disparaissent sur cette plateforme. Ils sont invisibilisés et surtout, ils n'ont pas toutes les techniques pour remonter dans le haut de la file. Et donc, je ne sais pas si vous allez chez des accueils paysans, et c'est des choses qu'on ne trouve pas en ligne. Vous ne trouverez pas Hôtel du Nord, même si on est inscrit peut-être sur Airbnb, parce que la dimension disparaît. On n'a pas le droit de mettre notre nom, on n'a pas le droit de mettre nos labels, on n'a pas le droit de mettre nos sites, etc. Donc, il y a déjà cette idée de sortir des standards et d'aller vers de la personnalisation et des individualités, que chacun puisse se présenter, dire qui il est, des deux côtés, autant du voyageur, parce que le voyageur lui-même est aussi profilé. Vous êtes profilé en fonction de vos goûts, etc. Parce que derrière de ça, on va en sortir une capacité à payer et qui fait que si on sait que vous pouvez payer 105 €, on ne vous proposera que des contenus à 105 €, même s'il y en a un qui vous correspond très bien, mais qui n'est qu'à 90. Donc, il y a aussi tout ça, que ce n'est pas de la prescription, c'est le but étant de faire du gain, on va essayer de vous faire coller en fonction de votre profilage. Donc, nous, il y a cette question déjà de déstandardiser. Il y en a une deuxième qui était importante pour nous, c'était de désintermédier, d'arrêter avec cet intermédiaire qui avant était l'agence de voyage, après a été le tour opératoire, aujourd'hui la plateforme, parce qu'on est dans une histoire qui est très longue. Le numérique n'est venu que accentuer ce qui se faisait déjà dans le tourisme depuis des années, et du coup de plutôt faciliter la relation, de mettre des contacts directs, des numéros de téléphone, on peut appeler, on peut se parler, on peut se rencontrer, on peut discuter, etc. Donc pour nous, il y a cette question d'arrêter ces tunnels de réservation et d'aller sur quelque chose qui aussi désintermédie. Après, il y a désautomatiser les prix. Ce que je vous disais, les prix sont calculés en fonction de la météo, etc. Nous, c'est à un moment non, et des gens puissent négocier un prix juste. On ne va pas faire payer la même chose à quelqu'un qui est un aidant et qui vient là pour une longue durée, que peut-être une famille qui vient un week-end, que peut-être un groupe, que peut-être quelqu'un qui est dans une situation particulière, etc., un stagiaire, un saisonnier. Donc, il faut qu'il y ait des capacités de négociation de gré à gré. Et donc, ça veut dire qu'il faut enlever ce système de calcul automatique, autant du côté du voyageur que du côté de l'hébergeur, que du côté de la plateforme. Et le quatrième, c'est démarchandiser, c'est-à-dire on a dans nos communautés beaucoup de gens qui font aussi de l'échange non marchand, de l'échange de maison. Ou alors, vous allez pendant un mois aider une ferme bio et en échange, vous avez le gîte et le couvert. Il peut y avoir aussi des monnaies locales. Il y en a 60 en France, des monnaies locales. Vous pouvez avoir envie de payer en partie en euros, en monnaie locale. Vous pouvez bénéficier d'aides sociales qui vous permettent aussi de payer. Donc, ça veut dire que ça, les moteurs aujourd'hui n'intègrent pas toutes ces possibilités d'échange. Ils les réduisent toujours à la carte bleue ou PayPal et paiement en euros et la totalité à l'avance. Donc, c'est
c'est un peu rien que sur ce moteur-là, sur quelque chose qui est bête, hein, qui est un moteur de réservation en ligne, nous, ça nous oblige à revoir toute la structure des filtres, la structure des paiements, la structure du calcul du prix, pour que ça refasse de la relation. Ça, c'est ce qui nous regarde, on va dire, nous, dans notre secteur, parce que le voyage, et même si vous avez dit qu'on est des acteurs du tourisme, nous, on pense qu'il faut sortir du tourisme, que les standards qu'il a créés, les modalités de paiement, les calculs de prix, tout ça, ça a été inventé il y a une centaine d'années. Et en fait, ça ne sert qu'à séparer le voyageur consommateur des autres, de celui qui vient travailler, celui qui vient étudier, celui qui vient se reposer, celui qui vient se réfugier. Donc ça, nous, c'est pour ça que sur nos plateformes, vous ne verrez pas le mot touriste, vous verrez voyageur, passager, etc. Donc les terminologies aussi sont importantes. Mais après, plus globalement, pour nous, il y a la question environnementale. Derrière, on traite des données de plus en plus lourdes. Notre plateforme, d'ailleurs, a ralenti tellement on avait de données. Donc, on a dû repayer du développement pour restocker des données, parce qu'il faut stocker les données, il faut les calculer, il faut les faire circuler. Donc, tout ça, c'est un impact environnemental qui est de plus en plus important. Juridique, si vous venez chez Autres Passages, vous êtes obligé de signer 25 pages de règlements juridiques pour protéger vos données, etc. Personne ne les lit. Je ne sais pas si vous les lisez quand vous allez sur des plateformes, mais soi-disant pour protéger les données. Derrière, il y a beaucoup de travaux quand même sur le capitalisme de plateforme qui montrent qu'aujourd'hui, ce système-là est de plus en plus aussi dangereux sur la question du contrôle de nos libertés, etc. Et donc, il y a à la fois pour nous la dimension environnementale, la dimension sur les libertés, et dans notre champ sur le tourisme, de sortir de cette séparation entre le voyageur-consommateur et toutes les autres personnes qui sont amenées à être de passage. Surtout qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, il y a 250 millions de personnes qui vont être amenées à se déplacer. On l'a vu avec les Covid, il a fallu accueillir le personnel soignant, il a fallu accueillir les gens en quarantaine, il a fallu accueillir les rapatriés. Donc tout ça, ça a obligé à réinventer l'hospitalité des lieux du tourisme. Donc s'il y a un enjeu sur notre système qui aussi touche des enjeux un peu plus… c'est comme ça que nous, on l'a retravaillé. Et derrière, ça veut dire concrètement, aujourd'hui, on a monté un programme de recherche avec deux laboratoires, le laboratoire Uchi en anthropologie et un laboratoire, le CRIEF, en économie sociale et solidaire, pour mettre en place un nouveau système de réservation qui intègre tous ces éléments-là, la négociation, le juste prix, le contact direct, des nouveaux critères et surtout le fait d'être de moins en moins numérique. On est de moins en moins besoin de données et qu'on ait plutôt des relations et que le plus d'informations puisse passer peut-être dans du contact direct, de l'échange, etc. Donc le Covid, c'est vrai que nous a amené, je vous disais, sur un élément assez précis, un moteur de paiement, mais la façon dont il est structuré, pour nous, il allait complètement à l'encontre de ce que je vous ai dit, le pourquoi on a créé cette plateforme au début, et dans lequel on a quand même dépensé 300 000 euros, ce qui est énorme pour des structures comme la nôtre, pour développer cette plateforme-là, pour se rendre compte qu'à la fin aussi, il y a une propagande numérique qui nous faut croire que tout est numérique. Et quand on regarde qui produit de la donnée sur le numérique, c'est les géants du numérique. L'État n'en produit pas. C'est les géants du numérique qui produisent de la donnée, qui est repris par l'État, mais c'est comme dans le tourisme. C'est l'Organisation mondiale du tourisme qui produit de la donnée et qui fait croire que tout passe par le numérique. Et quand on regarde la réalité de nos pratiques, en réalité, il y a encore beaucoup de gens qui téléphonent, qui appellent, qui vont faire des relations directes, qui demandent des conseils, qui ne passent pas par le tour numérique. Donc voilà, ça aussi, ça nous a amené à dire qu'on aurait dû avoir cette situation-là peut-être il y a 2 ans et qu'on aurait eu quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus léger et beaucoup plus en cohérence avec ce qui nous a emmené à essayer de développer une plateforme alternative à celle qui existe aujourd'hui. Merci Prosper sur l'échange éclairant sur le système numérique et des plateformes, parce que quand on n'a pas, on va dire, le dessous des cartes, on n'a pas forcément cette lecture et ces enjeux qui sont extrêmement importants en effet et qui finalement sont dans un système complètement marchand et d'appropriation de nos données et nos libertés, entre guillemets, par rapport à l'enjeu d'un tourisme ou d'un après-tourisme ou d'un au-delà du tourisme, comme parfois tu le soulignes. Peut-être que Jean-Michel, et puis après on pourra peut-être prendre un petit temps d'échange collectif par rapport à cette première contribution. Tu souhaitais réagir ? Je suis toujours impressionné quand j'entends Prosper parce que c'est la rencontre d'une pratique quotidienne, celle de tout le monde, hein, quelque part, d'être content de payer moins cher un hôtel à Venise par Booking, général et universel. Tout d'un coup, il n'y a pas un monde abstrait puis un monde concret. C'est ça que moi je trouve fantastique. C'est aussi cette responsabilité qu'on a tous de regarder notre quotidien à travers d'autres lunettes que celles que finalement on a complètement assimilées. Quand j'entends nos discours, j'entends champ, j'entends secteur, j'entends besoin, j'entends plein de mots comme ça qui ont l'air d'être très concrets. Et si on voulait bien se donner la peine de les creuser, on arriverait à ce que vient de dire
prospère. C'est qu'on on est tous joueurs de cartes dans cette quête du gain, de la meilleure solution pour nous, etc., etc. Donc, le passage de la pratique à la réflexion, il est absolument essentiel. Et seul intérêt pour l'instant de ce Covid, c'est qu'il nous a obligés à le faire. En tout cas, la réflexion qu'on a eue collectivement, c'est tout simplement de dire que ce microscope virus, il a produit un effet absolument extraordinaire du côté de l'humanité entière, c'est qu'il a provoqué une crise, mais aussi une crise sanitaire, bon d'accord, mais aussi une crise de la logique économique. Parce que en quelques jours, la machine économique, si on l'appelle comme ça, ou l'économie du bien-être, si on veut approfondir les choses, elle n'a pas été capable de résister à ce virus. C'est-à-dire l'humanité, disons, vue du côté de l'économie, vue de la logique du gain, a été incapable, absolument incapable, de nous sortir l'humanité de ce guêpier. Où a-t-il fallu aller pour sortir de là, pour avoir penser l'humanité durable dans une planète durable? Eh bien, c'est du côté des États, c'est du côté des politiques publiques. Il a bien fallu aller chercher là. Donc, la question de la politique publique, elle redevient centrale après, surtout avec cette crise. Ce n'est pas un élément qui arrive en plus ou à côté de la logique économique, ça devient un élément central pour espérer une humanité durable. Et non seulement les États, la puissance publique, mais aussi tout le monde associatif, en tout cas le monde associatif solidaire. C'est-à-dire la solidarité associative à travers les bénévolats et sans insister, tout ce qui a pu se faire un peu partout dans le monde, pas seulement ici, a été un élément déterminé pour cette humanité durable sur une planète durable. Donc, du coup, si on veut penser à l'après, comme si les choses allaient tout d'un coup changer complètement d'allure, mais l'avec, il va bien falloir se battre politiquement pour dire écoutez, votre histoire de besoin, votre histoire d'attente des consommateurs, cette histoire de gain, pour reprendre l'expression de Prosper, ça marche un moment, mais voyez-vous, ça serait inconséquent de refiler les clés de l'humanité durable à une économie qui a été incapable de tenir la route en quelques secondes, qui a tout laissé tomber, qui maintenant appelle. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une légitimité qu'on n'arrivait pas à formaliser, en tout cas pas dans le quotidien, de la référence à l'humanité et à ce que signifie une humanité durable, qui maintenant s'impose, puisque finalement, c'était bien la question. Comment on va tenir? Ben, c'est pas fini encore. Hein. Comment l'humanité va tenir le choc? Elle ne tiendra pas le choc uniquement en regardant les logiques de maximisation de gains. Elle tiendra le choc que si, effectivement, les politiques sont des politiques qui vont dans le sens du respect des droits humains fondamentaux. Du coup, dans notre réflexion, sans aller plus loin, sans vouloir descendre trop dans les détails de l'argumentation, on a pensé à quelques-uns que ce serait intéressant que dans les discussions avec les pouvoirs publics locaux, européens, nationaux, on puisse se mobiliser pour élaborer des tests d'humanité. C'est-à-dire pour essayer, lorsqu'une décision est prise, de l'interroger du point de vue des droits humains fondamentaux. Vous prenez une décision, par exemple, d'aider les chômeurs, et on l'interroge du point de vue des valeurs d'humanité, c'est-à-dire du point de vue du développement des libertés des personnes, du point de vue de leur capacité à être plus dignes dans la société, de leur capacité à être mieux reconnus, plus autonomes, et sur des chemins d'émancipation. C'est là qu'on retrouve les droits culturels, en tout cas, si vous avez fait le lien entre la définition de la culture dans le référentiel des droits humains et ce que je viens de dire. Donc plus de liberté, plus de dignité, et ça on est en train de finir d'élaborer les différentes strates, différentes étapes, différents tamis, donc de ce qui pourrait être une lecture de telle réalité concrète sur l'enjeu de l'humanité. Prosper l'a très bien montré, l'enjeu c'est pas l'humanité, c'est pas la personne qui devient individu et qui essaye de maximiser son séjour en payant le moins cher. Non, l'enjeu de l'humanité, c'est quelle est la relation de personne à personne, et dans notre réflexion, et puisque la notion d'humanité devient centrale, quelle est la relation de qualité? Qu'est-ce que c'est qu'une relation de qualité? Les relations, il y en a 1000 catégories. Et une relation de qualité, c'est une relation où une personne libre permet à d'autres d'être plus libres. Et une relation de qualité, c'est une relation où une personne, avec ce qu'elle est, avec ses ressources, permet à d'autres personnes d'être plus en dignité, mieux reconnues.
Et c'est là qu'on arrive à l'idée, mais je crois que Luc Carpon saura bien nous préciser tout ça avec beaucoup plus de force que je ne le ferai. À ce moment-là, on a des personnes qui sont capables d'être ensemble dans la discussion, dans l'échange, dans l'élaboration, dans la capacité de faire on va plus dire du commun, mais enfin la vie démocratique, quoi. Reconnaître chacun comme un interlocuteur d'une vie qui... Cette idée-là, cette idée de thèse d'humanité, il va falloir qu'elle trouve sa concrétisation par rapport à toutes les décisions qui sont prises ou par rapport à toutes les négociations qui sont envisagées et ne pas laisser berner par des propositions qui pourraient être intéressantes, par exemple en termes d'aide. Ah, je suis aidé. Mais si on dit, si le système c'est d'aider les structures culturelles qui sont à l'agonie, ça reste un rapport d'aide. Ce n'est pas un rapport d'humanité, c'est un rapport du plus fort sur le plus faible, c'est un rapport de domination. Alors c'est très bien, ça permet de survivre, mais à un moment donné, on ne fera pas humanité durable et sur une planète durable avec des relations d'aide des uns vis-à-vis des autres. Et la philanthropie, pareil, il y a un rapport qui vient de sortir sur la philanthropie. La solution, c'est ça, quoi. Les riches donnent aux pauvres. Ah ben voilà, tout le monde. C'est l'amour de l'humanité quand le riche donne aux pauvres. Désolé, mais si on veut faire un test d'humanité sur la philanthropie, on ne passe pas toutes les étapes et on ne passe pas la dernière étape qui est de reconnaître la personne comme un interlocuteur de la contradiction, se sentent divisés. Hein, tu diras mieux ça, mieux ça que moi, Luc. Une société qui se sent divisée mais qui est capable de vouloir vivre ensemble. Et donc, du coup, la question est posée de savoir quelles seraient les bonnes perspectives. Et la bonne perspective du point de vue économique, c'est assez simple à énoncer, mais ça va peut-être choquer, je ne sais pas. Mais la bonne perspective en termes économiques, c'est qu'aucune décision économique ne puisse, même si elle est extraordinaire en termes d'emploi ou en termes de croissance, ne puisse être validée par un quelconque dispositif public si on ne lui a pas fait subir ces tests d'humanité, c'est-à-dire sa capacité à rendre les personnes plus libres et plus dignes. C'est des faux tests, évidemment. Ce n'est pas des tests de testeurs avec des techniques. Test d'humanité, ça veut dire mettre en discussion. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Sinon, je peux mettre en lien tous les éléments qu'on a réfléchis, en particulier cet appel qu'on a lancé pour justement le développement des tests d'humanité et que chacun fasse sien cette idée qu'aucune action, mais c'est ce qu'a très bien fait les autres passages, aucune action ne mérite d'être réalisée si elle n'est pas interrogée du point de vue de sa valeur en termes de relation de qualité de personne à personne. Voilà. C'est un peu dur par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, où effectivement tous les acteurs se demandaient comment ils allaient pouvoir continuer à faire leur activité. Mais à ce jeu-là, comme l'a souligné Prosper, c'est comment on peut être producteur ou acteur d'un système marchand alors qu'on n'a pas le pouvoir de maîtriser ces réseaux marchands. C'est vraiment se mettre dans une position d'être le dernier de la classe au dernier rang. Et ça ne fera pas une humanité durable sur une planète durable. Voilà. Merci Jean-Michel sur ce regard à partir de la seule contribution de Prosper. Peut-être qu'on peut dans ce premier temps, enfin première séquence, on va dire avoir un temps de discussion un peu collectif. Peut-être qu'il y a des réactions déjà ou des questionnements. L'idée c'est de pouvoir, parce que c'est vrai que le temps passe très vite, il est déjà 15h30, mais peut-être qu'on va pouvoir un peu déborder, de pouvoir prendre un premier temps de retour, de discussion à partir du regard singulier à la fois de Jean-Michel et puis de Prosper. Je vais vous faire une proposition vraiment très évidente par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Si on considère que l'enjeu, c'est l'humanité durable, si on considère que le système marchand, il a complètement patouillé, donc dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les normes économiques fondamentales qui ont situé la vie associative et notre vie par rapport à d'autres logiques économiques ont complètement sauté. En quelques jours, on nous a dit l'histoire des dépenses publiques, là, les 3%, tout ça, ça n'existe plus. On peut se permettre de relancer notre économie parce que c'est l'enjeu. Eh bien, écoutons. Ça veut dire qu'effectivement, tous ceux qui sont responsables de rien du tout et qui sont dans une situation complètement catastrophique du point de vue de leur vie dans le domaine culturel ou dans le domaine associatif peuvent disposer, autant qu'ils le souhaitent, de moyens financiers parce qu'ils ne sont pas responsables du Covid.
Et ces moyens financiers, ils viennent d'où? Ils viennent tout simplement de la capacité des banques centrales à créer de la monnaie qui ne seront jamais remboursées. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président qui l'a dit. Il l'a dit hier très bien, personne ne l'a entendu, mais il l'a quand même dit de façon extrêmement claire. Il l'a dit, oh mince, quand tu l'as pas, ça y est, c'est sûr comme ça. Il a dit, nous allons, c'est ça, nous allons faire des investissements. Donc moi, je parle d'investissements dans des relations d'humanité. Hein, c'est aussi bien que des relations dans l'emploi, hein, c'est pas mal non plus. Ces investissements sont légitimes et je peux les assumer devant la nation en disant ils font partie de cette dette Covid que nous allons mettre de côté et amortir sur le très long terme. Donc, il suffirait que le fisc négocie un prêt pour le mouvement associatif, le fisc et d'autres, en disant ce sera remboursé à très long terme et en fonction de la capacité des acteurs de pouvoir les financer. Et si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'a pas bien compris que la logique libérale qui fait que, effectivement, la subvention, la dépense publique, etc., ont complètement sauté de côté de ceux qui, normalement, nous avaient donné des leçons justement de faire du gain et pas faire de la relation. Donc, si on n'a pas compris ça, c'est configuré. Là, on a autant d'argent qu'on veut, effectivement, à négocier, puisqu'il sera remboursé. Ben oui. Moi, je suis économiste, je suis prof d'économie, j'ai fait ça pendant 20 ans. Je sais ce que c'est que la création monétaire et j'ai bien compris que les banques pouvaient créer de la monnaie tant qu'il y a la confiance. Et là, il y a la confiance parce que personne n'est responsable de cette histoire de Covid. Et donc, la négociation, c'est effectivement qu'il y ait une fédération qui fasse un emprunt et que cet emprunt, ben, effectivement, il sera racheté par la banque centrale. Et si vous n'avez pas pigé ça, c'est qu'on va retomber dans la logique, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Non, il y a plein de sous parce que justement, le système marchand n'a pas été capable de respecter les principes qui s'étaient donnés. La logique du gain, elle est complètement, sinon enterrée, du moins comment on dit quand on prend un taureau, à banderier, à mettre des banderilles. Puis, si je peux rajouter de nouveau une question, mais qu'on a déjà discuté avec la FAMDT, hein, vous produisez de la donnée. Il y a un portail du patrimoine oral, etc. Donc, comment ces questions sont abordées aussi, vous, au sein de votre responsabilité en tant que, voilà, sur la question du numérique, sur la question du partage, sur la question des billetteries, etc., où cette logique du tout numérique, du tout faux marchand, de ne pas accepter d'autres formes d'échange, etc., on y participe en fait. En tout cas, nous, c'est notre bilan, c'est qu'on y participe et surtout, on oblige nos membres à y participer. Parce que nous, jusque-là, on avait comme proposition à nos propres membres que des solutions numériques. S'il y avait un problème même de pouvoir utiliser le site, on remettait une solution numérique et on était dans cette espèce de boucle de l'usage du numérique qui est, pour nous, aujourd'hui, relève plus d'une logique aussi de propagande sur voilà, le tout numérique, etc. Et donc, c'est vrai que la question, elle se pose, a priori, elle ne se posait pas à nous, on était dans le voyage, mais après, on est une plateforme numérique, mais je pense qu'elle se pose à chacun de nous comme acteur sur qu'est-ce qu'on utilise comme standard, qu'est-ce qu'on met en place comme système de réservation, qu'est-ce qu'on fait des données, et qu'elle ne peut pas se réduire à la question de la propriété des données des plateformes. Ce qui aujourd'hui, le débat est posé seulement de cette façon-là. Et après, je vous invite aussi, je conclue, il y a une nouvelle licence qui s'appelle Hippocratique qui a été créée dans le milieu du libre, qui dit qu'on peut utiliser, qu'on crée des logiciels, mais qui doivent être réutilisés dans le respect des droits de l'homme et qui a séparé le monde du libre parce que pour eux, la technologie n'est pas politique, elle est neutre. Ça veut dire, malgré tous les travaux qui ont été faits sur le biais aussi culturel de ceux qui programment, des données qui sont utilisées, et qu'on sait que sur Wikipédia, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, on sait que les systèmes de reconnaissance aussi en fonction de ce qu'ils traitent, ils vont reconnaître certains, pas d'autres, etc. etc. Et du coup, nous sommes interrogés de là où on est sur notre propre responsabilité à promouvoir cette forme-là de société du tout numérique. Patricia, une question. Je suis trop bavarde, donc je vais pas questionner, mais je vais plutôt participer au débat de nos deux contributeurs. Peut-être d'une part sur la question du numérique, parce qu'en effet, c'est une question qu'on avait essayé de travailler justement au précédent PopMind en invitant plusieurs structures autour de cette question-là, et puis en posant la question notamment du pass culture qui a certes un petit peu disparu aujourd'hui dans les actualités du ministère, mais qui était quand même un projet phare de notre président de la République et du ministère de la Culture que de rentrer sous une forme d'application justement pour gérer la mise en relation entre les acteurs artistiques et culturels et leur public à travers une logique de prix, de titres, voilà, et de proximité. Globalement, c'était
pareil, les 2-3 données clés qui permettaient à la personne de choisir et qui étaient vraiment renvoyées justement à une logique de consommateur-distributeur. Voilà, et donc ça repose bien toutes ces questions de la gestion des données, de qui constitue la base de données, de quelles données on a, de comment on construit l'identité culturelle des personnes au travers de l'organisation de cette base de données, et donc aussi de quelles alternatives on détient, que ce soit dans la logique physique, comme tu nous le dis, Prosper, de conserver cette logique de relation et de prendre soin de la relation et de voir comment on travaille cette qualité de la relation, mais aussi des espaces alternatifs numériques sur lesquels peut-être on ne sait pas non plus suffisamment, sur lesquels on n'a pas suffisamment avancé. Et la semaine dernière, dans le cadre du projet qu'on entretient, je crois que Marie d'Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est aussi présente dans les participants de cet après-midi. On a un processus qu'on a ouvert aussi sur cette question des droits culturels, et on avait un entretien entre une compagnie dirigée par, dont dans le collectif il y a Vincent Badi et Framasoft sur justement la manière dont aujourd'hui on doit aussi faire éducation populaire et aussi réfléchir à notre manière d'user des outils du numérique, de créer des espaces de dialogue et d'expression des libertés, d'expression des relations différentes sur l'espace que constitue le numérique. Et c'est vrai que sans doute c'est un travail qu'on a vraiment devant nous, parce que quand on est toujours pareil, renvoyé à la question des pratiques et des normes, on voit bien que dans le champ professionnel, on est plutôt en train de se construire des CRM, c'est-à-dire des Customer Relationship Management. Donc comment utiliser les données des 10 consommateurs de nos structures, de nos publics, pour les connaître au mieux, et comme ça mieux diffuser, mieux les contacter, mieux les marketer, mieux élargir notre public, que dans la question de comment ils ont une propre maîtrise de leurs données, comment ils sont participants de l'usage des outils numériques, comment on a une protection et un respect de leurs données pour ne pas les utiliser, etc. Donc on voit qu'on est vraiment au début de ce questionnement. Et je ne répondrai pas tout de suite à la question de Jean-Michel sur le fait que l'UFISC fasse un prêt pour aller demander. Mais il y a en effet il y a une négociation évidemment âpre à avoir sur la question des politiques publiques, et dont on voit bien que les projets de loi de relance, alors ne serait-ce que là de préservation à travers les PLFR, ou de projets de loi de relance, en effet s'ancrent plutôt dans la question économique et des industries culturelles et créatives, et pas suffisamment, et évidemment pas sur la question des droits humains, ou alors aussi un peu sur la conservation d'un circuit institutionnel d'accès à la culture, mais qu'on a du mal à faire vivre véritablement cette question des droits culturels et de cette responsabilité publique sur les droits humains. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste 2 mots. Peut-être rappeler la réflexion qu'on a eue il y a quelques années sur ces histoires de numérique autour de la billetterie, en créant une coopérative qui s'appelle SOCOP. Du coup, le regard qu'on avait à l'époque là-dessus, c'était de se dire qu'effectivement, ces billetteries étaient mises en place. Alors déjà, elles multipliaient les intermédiaires, et en plus, il y avait la taxe sur ces billetteries, il n'y avait qu'un rapport marchand, il y avait l'utilisation des bases de données à des fins commerciales. Du coup, toute cette réflexion nous a amené plusieurs membres, dont la Fédélima, le SMA, le RIF, qui est le réseau en Ile-de-France. On a été plusieurs acteurs finalement à s'emparer de cette question au début, et de se dire comment on fait en fait une billetterie qui est justement plus solidaire, qui peut-être justement aider au développement d'une petite justement entreprise qui développe une solution de billetterie, mais sans que le but final soit justement la relation commerciale ou l'utilisation des données. Donc il y a ce premier exemple-là, et rebondir aussi sur la période actuelle, puisqu'on est aussi sur qu'est-ce que ça a provoqué. Je vois dans la tête de nos adhérents ce que ça a provoqué, c'est l'idée de se dire puisqu'on ne peut plus faire de concerts, va bien falloir qu'on trouve moyen de diffuser autrement. Donc on se re-questionne sur la question du live stream, mais au fond, ce n'est pas la question du live stream, parce que nos métiers, ce n'est pas de faire, de diffuser du concert via un ordinateur, mais c'est bien d'avoir du concert en live où la relation sociale entre les gens est préservée et privilégiée. Et par contre, utiliser le live plutôt utiliser
le numérique qui a plutôt finalité de montrer autre chose autrement de ce que sont nos structures, de connecter une autre relation aux personnes. Et de créer d'autres liens par ailleurs, se pose de plus en plus. Et du coup, on entame un chantier, mais qu'on va mener avec d'autres, et on va l'ouvrir, puisque ça nous concerne tous à différents niveaux, sur justement l'idée de réfléchir à soit une plateforme d'hébergement solidaire, soit à des formats en fait numériques qui peuvent être différents, et justement pour ne pas perdre la relation à l'autre, et ne pas plaquer ce qu'on fait dans la relation en direct avec les personnes sur du numérique. C'était juste pour rebondir sur vos témoignages. Ceci dit, le mot relation, il est pratique, mais il est piégé. Donc, il faudra à un moment donné aller chercher ce qu'il veut dire derrière et sur quel fondement il peut y avoir une relation dite de qualité. Ça, on en est encore un peu loin, mais je pense qu'à travers l'idée de test d'humanité, on peut vite s'approcher de ça pour éviter d'être repiégé par une logique simplement de l'échange, sinon marchand, du moins satisfaction des besoins des individus, quoi. Je vais te passer la parole, Naïma. Et on avait rapidement évoqué ensemble les premiers éléments que tu m'avais renvoyés sur comment est-ce que toi, vous, je dirais, ça t'interrogeait aussi sur la question des rapports de domination et par rapport à la question de la prise en compte des minorités, des catégories sociales, etc. dans le moment qu'on a vécu. Et c'était plutôt à cet endroit-là qu'on voulait aussi amener le sujet et le questionnement, qui nous permet vraiment d'avoir un regard, on va dire, pluriel sur ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. Alors, merci de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous, et à une compagnon de route en la personne d'Anne-Christine, que je reconnais à l'écran. Bonjour Anne-Christine. Donc moi je suis historienne de formation, ma spécialité c'est les apports culturels de l'immigration en France, avec un tropisme autour de la chanson, et particulièrement la chanson de variété ou la chanson populaire. J'ai pris mes fonctions en quelques mois au sein de Vie des musiques du monde, qui est un festival qui a plus d'une vingtaine d'années et qui, comme son nom l'indique, traite des problématiques esthétiques autour des musiques du monde. Et cette structure s'est elle-même remise en question il y a quelques années, en centrant son regard sur les musiques du monde d'ici, c'est-à-dire celles portées par les diasporas venues de l'étranger et leurs héritiers, donc les générations d'après, qui vont faire vivre des répertoires et un patrimoine dans le cadre chorégraphique et musical. Et c'est dans cette évolution-là de Vie des musiques du monde que j'ai été recrutée pour penser un observatoire des musiques et danses d'ici, et non pas du monde, cher Alban, puisque nous essayons de définir les contours des musiques d'ici avec l'aide notamment de la FAMDT, puisqu'il s'agirait de réfléchir à comment ces répertoires qu'on dit musique du monde qui se pratiquent ici sont des nouvelles traditions qui viennent enrichir la palette des nuances du chant traditionnel. On n'a pas encore résolu la question, mais on y réfléchit. Et dans le cadre du webinaire de cet après-midi, pour faire court, parce que j'ai aussi envie d'entendre Luc, je vais vous dire un peu les grands traits de ma réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'introduction de Patricia, j'ai retrouvé certains points d'accroche que je voulais développer cet après-midi, notamment autour de la question de la capacité d'agir et du champ de citoyenneté de certains invisibles, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ces fameux invisibles qui ont été en première ligne pendant cette crise du coronavirus et qui ont payé aussi un lourd tribut, puisque un peu plus de 30 000 personnes sont décédées pendant cette période douloureuse, qui n'est malheureusement pas terminée. Et on a analysé, d'après l'étude de l'INSEE qui est sortie il y a quelques jours, une surmortalité chez certaines catégories de la population, qui notamment sont issues de certaines diasporas, notamment d'Afrique du Nord pour la Seine-Saint-Denis, avec une surmortalité de presque 100% en Île-de-France, si on ne prend que la région la plus touchée après le point de départ qu'ont été l'Est de la France. Quand on s'intéresse, j'allais dire, au contour de cette sociologie, on parle d'une population dite souvent invisible. Je ne vous parle pas de leurs enfants ou petits-enfants qui commencent à s'imposer dans le champ médiatique, mais vraiment de ce petit peuple
qu'il soit d'origine étrangère ou pas, qui fait tourner la société, même en cas de confinement, et qu'on retrouve aux avant-postes pour faire tourner le pays, alors que en grande partie des personnalités comme moi sont confortablement confinées chez elles et payent le tribut que nous savons. Ces populations, du point de vue de mes pratiques professionnelles, la réflexion qui nous réunit sur la question des droits fondamentaux, dont les droits culturels qui sont au cœur de nos préoccupations, ce qui m'intéresse au-delà plus classiquement des droits fondamentaux comme ceux liés à l'égalité, bien sûr. Tu parlais dans le PowerPoint d'égale dignité et égalité, ou plus largement de liberté, et de certains droits sociaux comme le droit à la protection, à la sûreté, à l'accès aux soins. Il y a aussi la question de la légitimité patrimoniale de ces populations qui font partie de la communauté nationale, au-delà de toute conception juridique de ce qu'est la communauté nationale. Et j'ai beaucoup aimé cette proposition que fait Jean-Michel sur les dimensions de notre humanité commune. Est-ce que cette humanité qu'on interroge comme nouveau curseur, notamment des politiques publiques, devrait aussi s'exprimer, n'est-ce pas, dans le champ des programmations culturelles, artistiques, musicales, etc., que nous menons les uns les autres? C'est cette réflexion des droits culturels qui nous anime. Et moi, je m'interroge simplement sur ce monde de demain ou d'aujourd'hui que nous appelons collectivement de nos voeux, savoir quels outils, pour aller plus loin dans nos initiatives, quels outils pourrions-nous mobiliser pour accentuer l'effort et faire sa place dans notre patrimoine commun, parce que nous avons cette réflexion avec Luc sur la question du commun, comment mettre en œuvre ces espaces de visibilité, de partage et de rencontre autour de ces droits culturels portés par ces populations qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, mais qui pourtant ont été au cœur de cette période difficile que nous avons traversée et qui, aujourd'hui, continuent pourtant à faire l'objet d'un discours de ségrégation, voire de mise en accusation, quand on parle de ces minorités comme d'un problème. Alors, pour aller à l'essentiel et plutôt ouvrir le débat ici aujourd'hui, je dirais que certains nombre d'entre vous avaient mobilisé des réflexions, des programmations, des moyens pour faire cette place à ce dialogue, à cette diversité des genres, des répertoires, des populations, des traditions. Je m'interroge simplement de manière collective sur ce monde d'après et sur l'égale dignité que nous devons permettre concernant dans le cas qui me préoccupe pour la musique, ces répertoires de musique et de danse, puisqu'on les regarde avec beaucoup de distance dans le meilleur des cas et dans le pire de condescendance. Et c'est cette problématique-là qui nous anime aujourd'hui, de la même manière qu'on traite ces populations qui étaient en première ligne, pour aller vite, je vais parler de classes populaires ou de territoires, soit en zone rurale ou en zone périurbaine, qu'on ne veut pas voir et qui ne sont pas dominants, qui ne sont pas mainstream. Comment leur rendre une juste place en termes de représentation, d'accès à la pratique ou à la représentation culturelle. Je dirais simplement peut-être en essayant d'imaginer des outils patrimoniaux. Anne-Christine connaît les réflexions que j'ai pu mener avec d'autres acteurs depuis longtemps sur cette question de la légitimité patrimoniale et de mobiliser les outils des politiques publiques. J'aime beaucoup la réflexion de Patricia sur la co-construction des politiques publiques. Je pense que si on n'est pas proactif dans la question de la collecte, de la transmission et de la valorisation de ces patrimoines qu'on ne connaît pas toujours très bien, on ne changera pas la photo de famille où ces silhouettes sont absentes. Et je pense que c'est une réflexion commune que nous devons avoir sur ce qu'on entend par diversité dans toute sa complexité et son envergure. Je ne parle pas simplement des populations d'origine étrangère. Et je pense que la crise que nous venons de traverser du point de vue des droits fondamentaux nous impose d'accélérer le mouvement et nous impose effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Michel, de ne plus conditionner nos démarches, en tout cas le rapport de force avec ceux qui produisent ces politiques publiques, seulement du point de vue de la rentabilité, même du succès, j'allais dire un peu médiatique, de certaines tendances
Depuis la manifestation du comité Adama, c'est devenu un sujet tendance dans les médias parce qu'il y a eu ce moment, cette acmé-là, première grande manifestation post-confinement. Mais ce mouvement, il existe depuis des années, voire des décennies, et on ne le voit qu'aujourd'hui, on ne s'y penche qu'aujourd'hui. Est-ce un effet de manche? Est-ce qu'un effet passager? Je pense que cette fièvre identitaire qui traverse le pays depuis plusieurs années vient impacter nos problématiques, nos pratiques professionnelles. Et je pense que dans le champ de la réflexion portant sur les droits humains, il serait extrêmement important de ne pas tarder à mettre en œuvre ces espaces de valorisation et de mise en commun pour qu'on évite cette ségrégation qui nous saute au visage dans des moments paradigmatiques comme lors de cette crise du Covid. Voilà ce que je pouvais dire un peu vite. Et pour aller aussi au-delà des réflexions portées par Prosper tout à l'heure sur la dimension des relations humaines et la dimension marchande des rapports sociaux, je dirais simplement qu'on ne va pas tout régler à coup de concerts dans des grandes salles, dans des grandes scènes nationales parce que voilà, c'est une vedette, c'est un succès. Ça ne règle pas la question patrimoniale. Donc cette question doit être plus exigeante, plus profonde et plus transversale. Voilà ce que je pouvais dire vite et je vous laisse la parole et le débat. Merci Naïma pour ce regard singulier et cette contribution qui va certainement faire réagir notre ami belge Luc pour permettre ensuite d'avoir un échange collectif à partir de la richesse des regards qu'on vient d'avoir. Donc Luc, je me permets de te donner la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Donc, je ne salue pas tout le monde, mais j'en connais beaucoup et je suis ravi de me retrouver dans si chouette compagnie. Donc, je me suis bien retrouvé dans une série de choses qui ont été dites, et notamment par Naïma. Je crois qu'on a vécu un événement total. On n'est pas prêt d'en vivre deux, de cette ampleur-là. Un événement total extrêmement ambivalent, c'est-à-dire sa force est autant dans sa lumière que dans son obscurité. Je crois qu'en tout cas, ça constitue un patrimoine commun et qu'il faut absolument faire vivre, notamment parce que une des premières choses qui est parue éclatante, c'est que Tina est morte. Vous voyez, vous connaissez toutes et tous bien Tina, hein, There is no alternative, le célèbre paradigme de Margaret Thatcher qui nous gouverne depuis 40 ans. Eh bien, Tina est morte. En tout cas, on s'est tous et toutes aperçus dans un éclair. Hein. Vous savez comment on voit les choses quand il y a un orage et que tout à coup on voit la scène sous cet éclair. Donc, sous cet éclair, Tina est morte. Évidemment, je crains qu'elle n'ait plusieurs vies, Tina. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire vivre ce patrimoine commun, d'avoir entreaperçu Tina morte à la lueur de cet éclair. Un peu comme si on avait vécu, et Jean-Michel l'a merveilleusement dit tout à l'heure, comme si on avait vécu la grande transformation, mais à l'envers, celle que Karl Polanyi a déconstruite dans son ouvrage de 1943 et qui concerne les rapports d'encastrement de la société dans son économie. Et nous avons pu voir, toujours dans la même lumière de l'éclair, qu'il était possible de renverser, possible et désirable, de renverser ce paradigme et donc d'imaginer réencastrer l'économie dans la société. Donc c'est un peu comme si on avait donné à chacun un grand kaléidoscope, enfin un tout petit kaléidoscope ou une caméra obscura pour éclairer une réalité qu'on éprouvait beaucoup de difficultés à discerner. Cela étant, c'est à la fois une machine à penser et certainement, vous comme moi,
nous avons rarement, enfin nous n'avons pas vécu d'époque aussi dense en termes de forums souterrains, en termes d'échanges de pensées. Il s'est même créé en Belgique une plateforme Facebook des contributeurs de tribunes progressistes, parue ces 2 derniers mois, et on est 500 contributeurs pour un petit pays de 5 millions d'habitants, contributrices et contributeurs. Donc c'est à la fois une machine à penser, mais dans le même moment, nous avons vécu une saturation médiatique absolument immonde. C'est-à-dire que cette machine à penser n'est évidemment pas également partagée. Donc la mise en évidence, par exemple, de la question de l'utilité commune, jusqu'y compris dans les cercles des droites, la confusion qui s'est installée entre le marchand et le non-marchand, la confusion qui s'est installée entre le privé et le public, et la confusion qui s'est déployée entre le local et le mondial, nous mettent devant quelque chose que je peux alors tenter de nommer en une seule fois, qui est que nous avons entrevu que nous pouvions exercer un droit à penser l'avenir. Le fait que Tina soit brièvement morte nous réouvre le droit à penser l'avenir. C'est-à-dire, c'est évidemment le droit qui est au fondement même de l'éthos démocratique, le droit à penser l'avenir, c'est le droit culturel fondamental. C'est le droit, effectivement, de partager de manière active et non pas passive notre commune humanité et donc les tests d'humanité que Jean-Michel porte, c'est bien cela que cela veut dire. Mais nous avons en même temps éprouvé jusqu'au bout la fin de toute représentation possible, au sens de, non pas, oui, au sens du mandat, bien sûr, mais au sens secondaire du mandat, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un mandat, il faut qu'il y ait une vision commune du monde. Et cette vision commune du monde, dans la complexité où les frontières privées, publiques, marchands, non-marchands, locales, mondiales, cèdent, cette représentation, elle suppose un travail continu dans l'exercice des droits humains et en particulier de leur dimension culturelle. Mais ça suppose alors, et j'en termine là pour l'instant, ça suppose d'envisager les droits culturels non pas seulement dans leur exercice individuel et collectif, mais des droits culturels et de la démocratie culturelle comme régime politique, c'est-à-dire un régime dans lequel les citoyens, seuls et en commun, auraient le temps et les moyens de penser l'avenir dans toutes les facettes des fonctions collectives. Ce qui suppose quelque chose comme, que j'ai nommé dans différentes tribunes, comme un créditant citoyenneté, c'est-à-dire la reconnaissance de cette responsabilité totalement partagée par chacune et chacun, mais donc aussi les moyens publics en revenus et en droits sociaux pour effectivement rendre cette implication, cette contribution, j'aime beaucoup l'idée de démocratie contributive, qui est infiniment plus puissante que ces versions édulcorées de démocratie participative. Voilà, donc il me semble qu'un nouveau régime a pu être entrevu dans cet éclair, mais que donner force à ce nouveau régime suppose d'être conscient que la machine à inégalité a elle aussi été démultipliée dans cet épisode et que donc cette partager la machine à penser et donc faire vivre le patrimoine de Tina est morte est d'une urgence merveilleuse, d'abord pour tous les acteurs culturels. Merci Luc pour ce premier regard qui va en appeler un deuxième, je pense, suite à la réaction et à la demande d'intervention de Jean-Michel. Tu as levé la main, Jean-Michel? 2 points rapidement. L'histoire des outils patrimoniaux, Prosper sera meilleur que moi là-dessus. Je crois qu'en France, on n'en est pas aux outils, on en est à l'enjeu politique. C'était la Convention de Faro.
Donc moi, j'ai essayé auprès de tous les ministres d'autres affaires étrangères en disant, alors la convention de Faro, là, c'est quand? Et à chaque fois, j'ai eu la même réponse. Ah ouais, mais c'est communautaire. Alors, c'était écrit de façon subtile, communautaire. C'est-à-dire que la France n'a pas réussi à avancer sur justement tout ce qui te préoccupe en affirmant politiquement que les droits humains, c'est-à-dire la convention de Faro, puisque la convention de Faro est fondée sur les droits humains. Pour ceux qui ne saisissent pas la convention de Faro, c'est une convention du Conseil de l'Europe qui justement permet de dire qu'à chaque endroit, dans chaque territoire de l'Europe, eh bien, le patrimoine est fait du patrimoine de chacun. Et puis, je vais vite comme ça, mais c'est l'idée. Et juste pour rebondir sur Luc, ces dernières paroles sur le contributif, c'est la dernière étape qui ne se termine jamais de notre thèse d'humanité, c'est-à-dire avoir des moyens publics, non pas pour aller au concert, mais pour justement avoir la capacité de mettre ses raisons en conviction. Et c'est jamais fini, parce que dès qu'on trouve un accord avec les autres pour vivre ensemble, ben ça va recommencer. Donc c'est cette histoire de dernière thèse d'humanité qu'on va essayer de publier aussi rapidement que possible. Mais ça, il faut des moyens. Ces moyens, je suis désolé, je vais revenir, ces moyens, on ne les retrouvera pas dans le marché. Ces moyens, on ne les retrouvera pas dans les ressources publiques des impôts. Bien d'accord. Toutes les collectivités ont dit qu'elles baisseraient leurs revenus, se contraintes à l'équilibre, elles vont baisser leurs dépenses l'année prochaine parce que leurs recettes vont dépenser. Donc, on n'a aucune chance. La seule chance, c'est effectivement de trouver l'argent là où on cherche, c'est-à-dire l'avenir durable de la planète. Et quand est-ce qu'on trouve de l'argent dans l'avenir durable de la planète? Et bien justement par la capacité des autorités monétaires à créer des moyens aujourd'hui qui feront l'objet dans le futur, si c'est possible, de remboursement, parce que l'argent, il vient effectivement de la confiance dans l'avenir. C'est ça l'argent. L'argent, c'est la confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, il y a moyen d'effectivement d'émettre de la monnaie justement pour ce qui est important et on ne trouvera pas d'autres ressources. Ou alors c'est la philanthropie. Moi, je ne cherche pas l'argent dans la philanthropie. Je trouve que ce n'est pas une bonne façon de faire l'humanité ensemble. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas ça. Je préfère trouver de l'argent dans l'avenir, dans la confiance dans l'avenir. Et pour ça, pour une fois, elle va utiliser le système marchand à travers la BCE. Ça, c'est une question purement politique. Et ce qu'a dit Macron me dit que ce n'est pas tout à fait impossible, c'est même tout à fait évident que c'est la seule façon de sortir vers un avenir durable. Alors, on ne va pas chercher ailleurs. Hein. Autrement, on va parler et on ne fera rien du tout, on se fera écraser. Réaction de Prosper. Non, je disais sur ces questions patrimoniales, on ne les a pas abordées, mais là, sur le réseau Faro où on travaille, c'est vrai que quand nous, on pose la question de l'au-delà, c'est que dans les tribus qu'on a trouvées, on a souvent trouvé essayer d'avoir un tourisme plus équitable, plus durable, ou des processus plus participatifs, etc. Et nous, on pense qu'on est plutôt il faut passer dans un au-delà. Et du coup, on est plus au travail, notamment sur la question de au-delà aussi sur le patrimoine avec Faro. Ça veut dire comment on sort de ces approches nationales, etc. du patrimoine, mais aussi sur la question du local, comment on sort de ces approches très locales. Connu dans ce que disait aussi Luc Carton, c'est-à-dire au-delà du local, comment on en sort et notamment on permet aux communautés de se régénérer en ayant une capacité aussi. Voilà, il y a des gens de passage, comment ils arrivent à être chez eux à un endroit en passant. Il y a aussi pour nous toute la question aussi au-delà du durable, toute cette logique du durable qui sous-entend derrière la logique du développement, hein, parce que c'est ça qui va dedans. Donc comment on apprend la question environnementale, mais en sortant de ce standard qui a été construit par le durable. Et après, je vous l'ai dit, pour nous, au-delà du tourisme, ça veut dire sortir de cette question du tourisme pour aller sur la question de l'hospitalité et de l'accueil de tout le monde. Donc, on pense qu'on ne peut pas juste pousser un peu plus solidaire, un peu plus social, un peu plus durable, et que maintenant, il faut dire que ces standards qui ont été inventés tous, ils construisent nos imaginaires et ils nous empêchent de penser. Et souvent, il y a dans les groupes de travail dans lesquels je suis une espèce d'impasse. Alors, on va le dire pour le tourisme, on en est à dire il faudrait aller dans le plus durable, mais ça fait monter en prix. Donc, d'un seul coup, on ne le fait plus pour les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, alors, il faut arrêter le tourisme. Et si on arrête le tourisme, comment on sort du tout numérique? Ça veut dire qu'on est dans des espèces d'endroits où si on ne pense pas un de l'au-delà, on est enfermé dans ces carcans. Du coup, il faut à un moment réouvrir. Et sur la question patrimoniale, c'est un peu ce que nous, on essaye de faire sur Faro. Et c'est vrai qu'on a plus de facilité à le travailler. Peut-être dans d'autres pays qu'en France, où là, on est quand même dans une vision assez nationale du patrimoine. Après, en même temps, il y a la loi NOTRe, il y a tout un travail qui a été fait sur la connaissance des droits culturels, et c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler. Et quand je disais sur nous, permettre les récits sur les autres passages, c'est bien cette question, pour nous, ce n'est pas que l'hospitalité, c'est comment aussi on se réapproprie la question, comment on raconte le territoire. Parce que le tourisme, paradoxalement, est devenu, et notamment dans le patrimoine, un des moyens dont les territoires se racontent et dans lequel ils s'imaginent. Et moi, pour habiter Venise, je peux vous dire qu'à force de raconter tous les jours des centaines de guides, plus aujourd'hui, qui racontent la Sérénissime qui s'est arrêtée il y a 200 ans, les habitants eux-mêmes n'ont plus la capacité de penser leur ville en dehors de comment elle était il y a 200 ans.
Ils n'arrivent même pas à s'imaginer que ça a été une ville industrielle, c'est une ville qui est sur la lagune, qui est sur l'eau. Et du coup, il y a besoin de repartager ces récits à nouveau pour que les gens puissent se les réapproprier et à nouveau imaginer un futur. Sinon, on fait des processus participatifs, on retourne sur du tourisme et les bateaux en bois, les barques traditionnelles. Et d'ailleurs, ce qui nous amène, nous, à dire qu'il faut aller au-delà de la participation. Toute cette logique participative, publique, etc., il faut aller sur des logiques de coopération et de droit. Et la coopération n'est pas un niveau élevé de la participation, c'est autre chose. Et les communautés avec qui je travaille souvent refusent les processus participatifs et vont sur des processus de coopération et de droit. Donc là, voilà, on est un peu, les logiques sont un peu plutôt celles-là et c'est pour ça qu'on l'a nommé sur l'au-delà. Voilà, on a des standards qui ont structuré le siècle passé. Aujourd'hui, on est obligé déjà de les identifier, de les nommer, de voir qu'ils ne sont pas neutres culturellement et d'arriver à un moment à réinventer d'autres formes de relations et notamment le patrimoine est un des enjeux fondamentaux. Ça veut dire comme il a été construit actuellement, il faut le réinventer différemment au moment de sa capacité à accepter la diversité des interprétations, etc. etc. J'avais envie de poser, de réagir à deux endroits. La question, en effet, de l'articulation entre les droits sociaux, les droits économiques et les droits culturels. On pourrait aussi évidemment parler des libertés civiles, mais cette question aussi qui nous dit dans les droits humains qu'il faut avoir cette attention pour se réinventer et puis pouvoir être en capacité, comme nous y invite Jean-Michel, à sortir du marché, à trouver d'autres espaces ou prospère, comme il le disait aussi dans la manière dont il réfléchit la plateforme et ce qu'on fait aussi à l'UFISC, de sortir un peu de cette régulation marchande dans laquelle on nous enferme avec toutes ces normes, ces codes professionnels, ces manières de faire. C'est aussi cette question de comment on articule la question de la protection sociale, la capacité d'initiative économique des acteurs, des citoyens, et leur réflexion ou leur capacité à apporter en ressources culturelles, parce que trop souvent on a tendance à travailler sur chacun de ces droits de manière isolée, alors que c'est bien l'imbrication entre les différentes sphères qui nous permettent de penser les possibles. On le voit bien, nous, sur des choses très, très simples dans le champ artistique et culturel, lorsque on se dit qu'il faudrait réussir, en effet, à mettre plus en avant, comme on s'y invite tous, la question des relations, une manière différente de conduire nos projets, d'apprécier la relation de qualité, de prendre le temps de mettre en place des processus artistiques. Très rapidement se pose la question de la précarité, de la manière dont on va pouvoir en vivre, de la question des revenus des personnes ou de leur protection. Et donc se pose nécessairement la question des droits sociaux et de quelle protection et comment on organise la protection sociale. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que, évidemment, dans le champ des communs et notamment aussi dans le champ des plateformes, il y a eu plein de questions qui s'est posées. On en parlait avec Framasop sur la question de tout ce qui était du libre et de la contribution au libre. Sur comment on organise au final une alternative dans le champ numérique par exemple, mais qui n'a pas forcément encore inventé l'organisation de la protection sociale ou l'organisation du mode de contribution, d'assurance de protection pour les personnes qui sont dans cette contribution. Et donc ça rebondit aussi avec ce que Luc nous disait sur la citoyenneté active et la capacité à être contributeur avec l'ouverture d'un créditant, par exemple, pour chaque citoyen. On voit bien aujourd'hui, même parfois, à quel point le bénévolat peut être remis en cause dans une logique de travail gratuit, dans une logique de mise en concurrence avec du travail salarié, dans une déformation parfois de la pensée ou des valeurs liées au bénévolat, et qu'on a du mal à le penser comme un espace justement de capacité d'action, de capacité d'agir, de mise en coopération des personnes, de mise en relation différente des personnes qui seraient justement hors de la sphère marchande. Et ça, on pourrait parler de la même manière des pratiques amateurs, etc. Et c'est aussi des choses sur lesquelles on a besoin de pouvoir avancer de notre côté, de pouvoir affirmer cette autre manière de construire justement notre organisation d'activité. Puis j'avais envie juste de réagir
Et peut-être que Anne-Christine aura aussi envie de réagir là-dessus, parce qu'évidemment, la question du patrimoine, elle est essentielle aujourd'hui dans nos débats de comment on construit l'histoire, comment on construit la pensée de nos ressources culturelles. C'est sûr que c'est une déflagration dans l'espace public aujourd'hui, et c'est vrai que quand on voit le débat sur déboulonner ou non les statues, c'est quand même assez incroyable de dogmatisme répandu sur les médias sur ces questions-là et sur la manière dont on construit l'histoire, ou qu'il y aurait une histoire nationale comme nous le proposait un des candidats à la présidence de la République il y a encore quelques temps, comme s'il existait une seule histoire nationale. Mais ça pose quand même de manière assez complexe. Moi, c'était une lecture que j'avais eue lors du colloque du ministère de la Culture qu'on a vécu, Anne-Christine et moi, Anne-Christine Michel et moi, en décembre dernier, sur la question du patrimoine géré comme commun, en fait, géré comme un commun, comme une ressource culturelle à organiser en commun, à se partager, dont il faudrait prendre soin en commun, et qu'aujourd'hui, on est bien loin de cette forme institutionnelle d'organisation du patrimoine. Et il y avait notamment un ethnologue dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était vraiment extraordinaire, qui nous expliquait que le passage d'un certain nombre d'objets d'un musée d'ethnologie et d'une relation à l'ethnologie à un passage dans un musée des beaux-arts comme le Louvre, avait complètement dénaturé ou modifié le rapport qu'on avait à cet objet, et d'un objet culturel rempli de signification, de logique relationnelle, d'appartenance à une communauté, de transcription d'un mode de vie. On passe tout d'un coup à un objet sacralisé qui appartient à un musée avec une logique d'accès, etc. Et tout d'un coup, on bascule complètement dans une autre relation. Et je pense qu'il y a et après, avec toute la question de l'appropriation de ce patrimoine culturel, de comment on le restitue, etc. Et qui nous manque là des clés pour penser cette question de la gouvernance commune des ressources culturelles. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le patrimoine, il me semble que c'est le dernier endroit où la question de l'égalité et de la diversité peut être posée. Et où effectivement on a bien entendu la diversité ayant été définie à un moment donné comme le patrimoine commun de l'humanité, tout ça rejoint. Et parce que sur la période de ce qui s'est passé, moi j'ai un peu le sentiment qu'on est très optimiste, et c'est sûr qu'on peut se réjouir effectivement que le modèle économique ne tienne pas, mais en fait peut-être qu'il se reconstruit ailleurs. On peut se réjouir de beaucoup de choses, mais moi j'ai le sentiment que on a eu une belle régression en matière de droits de l'homme au niveau global dans la période qui est passée, et qui infuse doucement et qui peut se traduire de manière beaucoup plus brutale assez rapidement. On a eu, enfin ça a été dit, une révélation. Enfin cette crise a un peu fonctionné comme un révélateur, ou je dirais même une mise à cru des inégalités sociales, ça a été dit, des rapports de nomination, de la concentration et du renforcement des pouvoirs, parce qu'effectivement, on voit la partie société civile et tout ce qui s'est passé et tout le foisonnement, mais en même temps, il me semble qu'avec le numérique notamment, et avec une espèce de je sais pas si c'est de la globalisation de l'information, pour écouter pas mal des informations en mass média, en d'autres mainstream, on va dire, en anglais, en espagnol et en d'autres langues, la crise a été gérée par l'ensemble des pouvoirs publics par les mêmes éléments de langage et les mêmes solutions en gros. Alors certes, on n'est plus dans Tina, mais j'ai le sentiment quand même qu'on est dans une espèce de... c'est plus que de l'interdépendance, mais de standardisation des politiques face à ce qui se passe, et que quelque part, ce qui est fabriqué par l'intelligence artificielle et sur laquelle s'appuient nos gouvernants à partir de données de masse qui sont instrumentalisées,
est un endroit où effectivement il y a peut-être quelque chose qui avance, mais qui avance masqué et qu'on a pu voir un peu plus dans ce moment où en fait j'ai quand même le sentiment, moi je suis assez proche de, enfin ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement je pense que quand on travaille avec les droits culturels, on fait finalement un travail de fond d'accès aux autres droits, et en même temps, c'est un travail de dentelle et homéopathique, et en même temps, la question, c'est le choc massif sur les droits humains, ou si je reprends ce que, j'ai perdu son nom, disait effectivement, la norme est devenue aujourd'hui, avec l'interdépendance, la norme du Covid, si on la prend sur la santé en termes de droits humains, bah c'est Wuhan qui l'impose aux autres pays, quoi. Et donc, on n'a plus une capacité à garder notre norme de droit telle qu'on pensait l'avoir. Et du coup, en fait, on est un peu dans une guerre entre, je m'excuse pour l'expression, mais entre la civilisation du calcul qui est en train de nous envahir et qui est la nouvelle forme du capitalisme, et la question de la vie elle-même. Et du coup, il me semble, et je rejoins à cet endroit-là ce qui a été dit, et notamment ce que vient de dire Patricia, mais de manière plus globale, la question, c'est vraiment de défendre les droits et de monter et de remonter en normes de droit, mais pas uniquement au niveau local, mais au niveau planétaire, ce qui pose la question des questions beaucoup plus larges, à la fois de citoyenneté et de gouvernance. Et ce qui est, moi, j'ai trouvé très positif, c'est, même si c'est vrai que ça a été amplifié par les médias et instrumentalisé par les médias, c'est effectivement les réactions en chaîne qu'il y a eu après l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Parce que là, on a effectivement un mouvement qui est construit, comme le disait Naïma, depuis longtemps et qui occupe une certaine surface. Voilà, c'était un peu, et on rejoint effectivement la question du patrimoine. Mais en tout cas, dans ce qui se tend, parce qu'il me semble quand même que les choses se sont tendues, même si, et puis elles vont se tendre encore, parce que la question de l'économie, elle n'est pas seulement de la justification des aides, mais elle est quand même aussi la question de la survie de beaucoup de structures et de beaucoup de gens. Dans ce qui est en train de se tendre, comme dirait Achille Mbembe, on n'a plus de droits durables, et c'est là-dessus qu'il faut se battre, c'est-à-dire de manière globale, en prenant bien entendu l'articulation de droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi les libertés, parce que c'est elles qui ont été les plus attaquées. Je suis désolée, j'ai peut-être mis un peu de pessimisme dans l'atmosphère, mais il y a un rapport de force quand même qui s'installe entre une espèce de, comme disaient nos amis de feu le Haut Conseil à l'économie sociale et solidaire, la question du passage à l'échelle et toutes nos initiatives qui sont extrêmement bien, extrêmement importantes, mais à un moment donné, comment on refait un commun à défaut d'un collectif avec tout ça? Luc qui voulait réagir. Je partage ce que Anne-Christine vient de dire. Je vais évoquer tout à l'heure l'ambivalence de la lumière et de la noirceur de ce qui se trame dans la pandémie, le confinement et la crise économique et sociale qui suit. Je crois par exemple qu'il y a des effets d'anticipation dans cette crise. Par exemple, je crois qu'un certain nombre d'universités, en tout ou en partie, envisagent de ne pas réouvrir. Un certain nombre d'employeurs, en tout ou en partie, envisagent de généraliser, voire d'imposer le télétravail. C'est le cas, par exemple, pour le moment, de réflexion à la Commission européenne sur les travailleurs et les travailleuses de la Commission européenne. Donc, je crois qu'il y a là toute une négativité ou toute une conflictualité qui se déploie. Et donc, je crois qu'il est absolument essentiel, je reviens à cet élément de patrimoine parce qu'il me semble prospectif,
de mettre en culture l'expérience collective qui a été vécue. J'ai accompagné la semaine dernière dans les Vosges un groupe de militants qui entament une transhumance pendant tout l'été, de village en village ou de village en ville, précisément dans l'idée de collecter et de faire résonner, dans tous les sens du mot, hein, de la résonance et du raisonnement, l'expérience des citoyens et des citoyennes, l'expérience de la pandémie et du confinement et de la crise par les citoyens et les citoyennes. Je crois que c'est un patrimoine extraordinaire parce que ce qui a été entrevu pourrait rapidement se dissiper et que donc le potentiel de résistance et de conflictualité qui a été effleuré ou éprouvé dans cette expérience est quelque chose d'extrêmement précieux. Je prends un exemple, c'est la question du vieillissement et de la dépendance. Je crois que ceux qui ignoraient encore ou ceux qui se cachaient de la réalité peu digne d'humanité des EHPAD, du sort qui est fait aux personnes âgées et dépendantes dans les EHPAD, je crois que c'est une immense leçon à retenir de la pandémie. Et que donc imaginer un autre statut de la vieillesse et de la dépendance, une autre place des personnes âgées et dépendantes dans la vie sociale, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui réunir énormément de sentiments et de convictions dans la population. Il y a là un fantastique conflit à construire. C'est l'un des 12, 48, 96 exemples de conflits que la pandémie a pu éclairer. Naïma, pardon. Pour compléter par rapport à nos échanges autour des notions de patrimoine et des apports, pas pessimistes, mais plutôt factuels d'Anne-Christine, sans vouloir plomber les relations, pendant qu'on se parlait, je reçois une notification qui dit que dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre annonce une loi sur les séparatismes. Je défie quiconque cet après-midi de me dire ce que ça veut dire. Et si ce n'est pas de l'enfumage, je ne sais pas ce que c'est. C'est que, sans revenir sur les débats autour de la signification de l'érection d'une statue et de la mythologie nationale dont nous sommes les héritiers depuis le 19e siècle, le moment que nous traversons, dans une globalisation, y compris des pandémies, nous impose de ne pas se rouler dans la fainéantise intellectuelle et de ne pas penser les choses de manière globale. Je crois que Luc l'a dit, Anne-Christine l'a dit, Patricia l'a dit, on est dans un système. Si ce n'est pas Tina qui est complètement morte, elle a encore de beaux restes effectivement devant elle, mais elle a vacillé. Et c'est à nous de saisir ce moment. Tout à l'heure, Patricia disait dans son discours des failles, fissures, on peut parler de fissures. Je pense qu'il faut s'immiscer dans ces failles, dans ces fissures, pour essayer à notre humble niveau, en tout cas de repenser ce fameux commun, ce mot valise qui doit advenir entre nous, en tout cas dans nos pratiques professionnelles et dans nos réflexions communes, pour que ces problématiques prennent corps. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à travailler depuis des années sur ces problématiques de patrimoine et les limites de l'exercice, c'est qu'effectivement, nous sommes inscrits dans un cadre national et ensuite européen. Et je pense qu'il faut s'adosser à ces différents outils que sont Faro et d'autres textes fondateurs pour accentuer le rapport de force, en tout cas interroger la machine sur cette question fondamentale des droits humains, quels qu'ils soient, dans toutes leurs dimensions. On l'a vu, le statut d'intermittence n'est pas la panacée, surtout quand on traverse une crise comme celle que nous venons de vivre. Et on voit bien qu'on ne peut pas se passer des artistes, se passer de ce qu'ils représentent dans nos vies. D'autres vous diront qu'on ne peut pas se passer des magasins, ça c'est leur opinion. Moi je dirais simplement que à front renversé, l'échelle des priorités a été perturbée. Et l'ascendance ou en tout cas la verticalité des rapports sociaux a été perturbée également dans le vécu intime de chacun. À nous peut-être, là d'où nous sommes situés,
d'essayer de pousser en tout cas la réflexion et l'action dans la direction effectivement de ce fameux commun, qu'il soit patrimonial, économique, sociétal, tout bonnement humain. Et donc, Jean-Michel n'est pas d'accord. Jean-Michel. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, il y a bien quelque chose qu'on a en commun et à un niveau à la fois du quotidien, du national, de l'Europe et de l'international, c'est le corpus des droits humains fondamentaux. Donc, quel que soit l'endroit où on a une pratique au jour le jour, les droits humains sont là. Donc, c'est aussi le boulot de chacun de dire ce que je fais là a un rapport avec les droits humains. L'autre jour, j'étais à Royan, auprès de Royan, et je parlais de tout ça dans ces termes-là, et puis le directeur du tourisme me dit « Ah oui, l'ONU, les droits humains, l'ONU, nous, on n'est pas à l'ONU si on est à Royan. » Et je suis tombé sur ma chaise parce que les droits humains, ce n'est pas une affaire de diplomate, c'est notre affaire. Et sur les thèses d'humanité, ce sera à chacun d'entre nous de le porter. Et donc, c'est une affaire, comme disait Luc très bien, de résistance, là où chacun peut porter son bout de conflictualité. Donc, le droit humain lui-même. Les droits humains en tant que tel. Mais qui connaît les droits humains dans nos pratiques? Non, tout le monde connaît le droit du travail, tout le monde connaît à peu près le droit de la comptabilité. Mais non, il faudrait prendre tous le référentiel droit humain et dire moi je suis sur ce bout-là. C'est ce que Madame Delmas-Marty appelle, c'est un peu abstrait mais c'est tellement concret, non pas l'universalité des droits humains, mais le caractère universable des droits humains. C'est-à-dire qu'ils sont universels, on ne peut pas les appliquer parfaitement partout de la même façon, mais au moins on peut essayer de, là où on est, de les faire gagner un petit peu. C'est ce côté universel. On a tous les moyens, là où on est avec son chat, avec son chien, comme avec son voisin, comme avec son maire, de dire là, il faut faire un petit effort, un petit progrès vers les droits humains fondamentaux. Et c'est peut-être là qu'on va y arriver. Et par exemple, quand Patricia disait qu'il y avait l'économie de marché et puis nos histoires, moi, dans tous les tests qu'on est en train de sortir, les entreprises sont soumises aussi à la question des droits humains fondamentaux. Alors, peut-être que la prochaine étape, c'est la fameuse loi Pacte 2019, où les grandes entreprises sont obligées de dire qu'est-ce qu'elles font par rapport aux droits de l'homme. Ah bon, d'accord. Et pourquoi les grandes entreprises? Pourquoi pas les petites? On a quelque chose à voir aussi pour que l'économie soit soumise aux droits humains fondamentaux. Et qu'elle soit soumise, c'est-à-dire qu'elle respecte les droits humains fondamentaux. Ça, la normalité civile, elle est pas mal pour ça. Encore faut-il effectivement qu'on y travaille. Donc, chacun où on est, je crois qu'on peut apporter la pierre à ce référentiel commun, c'est le référentiel commun, et pouvoir faire des bilans et donc se retrouver de temps en temps, ce qu'on appelle nous des forums des relations, où chacun pourrait dire comment, dans cette logique conflictuelle, il a pu prendre la main, gagner une petite marche, un petit ami, une petite place vers un test d'humanité un peu plus élaboré, dont la dernière étape, c'est la dernière, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin, heureusement, c'est effectivement les situations de délibération où la personne est en état d'être libérée, c'est-à-dire de garder la raison des autres, de prendre en compte la raison des autres pour vouloir vivre ensemble. Et ça, c'est la dernière étape. Avant, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il faut marcher là où on peut marcher, il ne faut pas aller trop vite, etc. Je connais l'histoire. Merci. Dirons-nous que collectivement, en tout cas, merci à chacun pour, là d'où vous parlez, m'avoir éclairé également sur des problématiques encore fraîches dans nos esprits dont nous ne sommes pas encore débarrassés. Les temps sont encore incertains. Je dirais simplement effectivement que nous avions entamé ces discussions avec Alban et Luc il y a quelques semaines sur cette question du commun qui nous agite. Simplement peut-être pour aller dans le sens de Jean-Michel et nous responsabiliser individuellement comme pouvant nous adosser à ces droits fondamentaux qui sont quand même le fondement de notre... Quoi qu'il en soit, pour mot de conclusion, effectivement, je serais ravie de poursuivre cette discussion sous une autre forme et dans ces PopMine et ailleurs. Et j'irai avec attention les textes que les uns et les autres vous avez bien voulu nous adresser. Voilà. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Naïma, pour ta contribution et ton engagement à nos côtés. Ciao. Il y avait une demande de prise de parole de Jean-Luc de la Fédération des Arts de la Rue, nationale des Arts de la Rue. Jean-Luc? Oui, bah tiens, Naïma est partie, c'est dommage, je voulais lui parler de WMAD, de World Music and Dance, quand même d'un point de vue un peu plus international, parce qu'en fait, je pense que
ce festival multiplié par 17 dans le monde et qui existe depuis 20-25 ans, est quand même très dans les droits culturels depuis le début. Ils sont quand même, c'est quand même réunir des gens, c'est supprimer la hiérarchie, c'est donc sur l'égalité. Moi, j'ai rencontré des gens magnifiques parce que aussi bien des petites chorales de Kinshasa complètement pauvres et faire des bœufs avec Youssou N'Dour ou avec d'autres, puisque tout le monde est ensemble pendant un laps de temps. Voilà, c'est quand même formidable d'avoir. C'est un peu ce qu'on mettait en évidence quand on travaillait sur le projet de demain avec Risset, Henri et compagnie dans la commission. C'est de dire qu'en fait, pour être positif, ce Covid nous a permis de sortir des tiroirs dans lesquels on nous met en permanence. Donc, de croiser nos propres expériences et nos propres arts pour être vachement plus ensemble. Là où Anne-Christine, elle a raison, c'est sur les libertés qui sont vraiment mises à mal dans tous les domaines. Et puis, cette façon de nous traiter finalement comme des gamins, ça, c'est le côté insupportable. Mais d'un point de vue, justement, d'une autre part de la société, c'est quand même assez génial, et là je rejoins pas mal ce que disait Luc sur justement cette ouverture aux gens qui sont en train finalement de penser l'envie d'un autre monde. Il a raison là-dessus complètement, grâce aussi aux effets du climat, hein, c'est lié, mais aussi aux restrictions des libertés, ça permet quand même à pas mal de personnes de penser ensemble. Et le grand, je dirais, et après j'ai une question pour Prosper, le grand souffle, je trouve, vient aussi des nouvelles mairies, de ce qui s'est passé aux élections municipales, même si effectivement il n'y avait peut-être pas tant de gens à voter, il y a quand même plein de gens qui ont voté intelligemment pour une fois, c'est pas mal, et qui se sont associés. Et du coup, les équipes qui se mettent en place pratique beaucoup plus le nous que le je. Et là, je rejoins quand même Jean-Michel Lucas pour avoir lu quelques contributions qu'il a mis à droite à gauche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore, notamment les Verts par exemple, n'ont pas encore trop le vocabulaire droit culturel. Et je pense que la justesse des mots, il a raison, et Luc aussi, parce que ce n'est pas les mêmes mots qu'ils utilisent, mais ils sont quand même assez précis, et pour l'un et pour l'autre, sont vachement intéressants dans la progression de la pensée commune. Et ça, je pense que c'est l'avenir. On est bien là-dessus, nous sommes bien là-dessus, le nous doit prendre le pas sur le je. Et enfin, justement, alors Prosper, parce que tu m'as un peu effrayé avec le numérique, parce qu'on en a ras le cul, en fait, du numérique, quand même, il faut le dire. Mais la question que je voulais te demander, c'est, donc, dans votre boulot à vous, est-ce que, justement, c'est de remettre de l'humain dans le numérique, alors que le numérique était quand même conçu pour éliminer les humains petit à petit? Est-ce que c'est ça? Pour remettre, en fait, quand l'expérience de Haut de Passage part d'Hôtel du Nord, et on a toujours posé la question de la relation, quel que soit l'outil qu'on utilisait, que ce soit une chambre d'hôte ou un outil numérique, il fallait qu'il crée de la relation. Et c'est quelque chose qu'on a, on va dire, perdu quand on a développé la plateforme Les Oiseaux de Passage, où à un moment, on se disait que c'était un problème technique. Donc, on développait quelque chose de technique sans s'apercevoir que l'entrée numérique, justement, empêche la relation. Donc, aujourd'hui, on en est à la question de comment le web peut être un élément qui nous facilite, qui nous permettent de promouvoir les industries, etc., mais sans l'usage de la donnée. C'est-à-dire aussi sortir de ce tout numérique. Et on a mis un temps à devoir, pour ça, il a fallu ce que je disais, qu'on développe une plateforme, qu'on la mette en place, qu'on l'expérimente et qu'on s'aperçoive que ça ne correspondait pas aux pratiques des gens qui sont sur la plateforme. Il a fallu qu'on aille jusque-là et qu'à un moment, on identifie la dimension que c'était le fait d'utiliser la donnée et ce que tu disais sur le tout numérique. C'est-à-dire que voilà, il a pris de la place à un moment qui est devenu tellement énorme que nous, étant un acteur aussi à un moment du numérique, on s'est posé pourquoi on avait avancé sur ce numérique sans jamais l'interroger. Et donc, c'est là aussi, quand je disais la question de la propagande, on disait la côté lumière et ombre en ce moment. Pour nous, oui, il y a une propagande très forte qui est faite sur le numérique. On s'est opposé à l'application Stop Covid
Parce que pour nous, elle n'avait pas d'obligation en fait par rapport à la crise. Elle avait juste de nous faire entrer dans un imaginaire qu'une application pouvait résoudre des problèmes de santé. Donc, on est dans une construction de nos imaginaires avec le numérique actuellement et on y contribue chacun à partir du moment où on utilise un outil numérique. Quand on fait une conférence aujourd'hui sur Zoom, on continue à construire que ce outil n'est pas neutre, etc., etc. Donc, c'est de la responsabilité de chacun. Internet est un outil intéressant, mais après, le choix qu'on fait dans les outils, et du coup, ce n'est pas la question des développeurs, ce n'est pas que la question de Framasoft ou de quelques-uns, parce que même eux, je dirais, ils ne posent que la question de la priorité. Ils ne posent pas la question de façon, on va dire, culturelle. Ils sont dans une question technique de propriété de données, etc. Donc voilà, nous, la question, il faut se rapproprier ça et la reposer de façon politique. Et oui, la donnée soulève des questions dans la forme de relation qu'elle fait naître. Et du coup, c'est ça qu'on réinterroge et c'est sur ça qu'on a envie de développer des logiques de recherche et développement. Et c'est aussi le lien qui nous lie avec la FAMDT, hein, puisque voilà, on gère des données, on gère des récits, il y a un portail du patrimoine sonore, etc. Donc, c'est comment on arrive à utiliser cet outil, mais d'une façon différente. Vous saluer toutes et tous encore. Espérer que nous puissions nous retrouver en coprésence, parce que s'il y a bien une chose qu'on a toutes et tous éprouvé dans le confinement, c'est le manque d'espace public. Et donc, c'est là encore l'ambivalence du vécu de cette crise, c'est que le manque d'espace public, évidemment, a alimenté un désir d'espace public. Et donc, le thème de la vie en commun, je trouve que c'est un thème qui est superbement comment est-ce qu'on pourrait dire, constructible, c'est-à-dire qui mérite une démarche constructiviste. Je préfère de loin le terme élaborer une vie en commun avec peut-être un point et puis un S à commun, c'est-à-dire parvenir à commencer à penser ensemble comment élaborer, comment imaginer les fonctions collectives, c'est-à-dire ce qui nous permettent de vivre en commun. La santé fait partie de ces dimensions de la vie en commun. Et une dernière chose, je veux dire qu'il y a une dimension de la pandémie, maintenant plus que le confinement, qu'on n'en a pas évoqué ici, qui est le retour de la mort dans la modernité. Donc le fait que cette pandémie a propagé parmi nous une rencontre, ne fût-ce qu'imaginaire, tous les jours, avec la mort possible. Alors bien sûr, vous me direz, ça fait partie de la condition de l'homme, de l'humain à travers tous les âges. Sauf que la modernité a refoulé la mort et que la pandémie a imposé la rencontre de la mort tout en la censurant, puisque les conditions de confinement ont fait que l'accompagnement de ceux qui mouraient n'a pas pu se faire, que le deuil et la cérémonie qui suit la mort n'a pas pu se faire. Mais je crois que cette réapparition de la mort dans la modernité a quelque chose d'absolument passionnant et d'absolument essentiel sur le plan anthropologique. Là-dessus, je vous salue et j'espère à bientôt. Merci Luc. Merci beaucoup. Juste une information, on a presque fini notre travail sur qu'est-ce que c'est qu'un test d'humanité, ou en tout cas les différentes approches possibles de l'humain. C'est-à-dire qu'on dit, oh, il faut une société plus humaine, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, voilà, c'est presque écrit et assorti de quatre exemples, disons, tirés de la réalité. Et puis on diffusera ça, si Lucie se bien le diffuser, pour essayer effectivement de tracer ce commun, mais à partir effectivement de la capacité de chacun à dire où il en est dans sa pratique par rapport au droit humain et qu'est-ce qu'il peut négocier, sur quoi il faut avancer, etc. Pour arrêter d'être dans un délire qui serait prenons la Bastille, prenons le pouvoir, comme c'est parti. C'est peut-être pas la bonne entrée, mais au moins que chacun puisse porter cette interrogation et essayer de la négocier, un peu plus d'humanité, mais ça sera écrit, ça fait quand même 17 pages, c'est un peu long, mais on va essayer de trouver une formule, c'est pas un sujet anodin, quand même, ça mérite bien 17 pages, donc une formule de communication plus adaptée, mais pour garder l'idée, qu'est-ce qui nous est commun, c'est les valeurs d'humanité, c'est déjà pas mal, et après on pourra
pourra effectivement retrouver les secteurs, tout ce qu'on veut. Mais d'abord qu'on se batte sur les mêmes avenirs, même horizon. Tina, Tanit, enfin reverse Tina, Anit. faire du Tina. Donc voilà. En tout cas, ça croise bien et je pense que c'est complètement dans l'idée aussi qu'on avait posée avec cette question de la démarche de progrès par les droits culturels, puisque le propos, c'était bien de voir comment on faisait évoluer nos pratiques en partant du référentiel justement des droits humains et de cette vision politique-là, et qui est bien aussi avec le champ de l'économie solidaire qu'on citait au début et qui est un peu cette pensée à la fois dont vous avez cité Polanyi, un grand penseur auquel on se réfère, qui est à la fois l'idée d'une capacité de chacun à construire cette éthique dans cette pratique et cette capacité d'action propre et en même temps d'agir à un niveau plus global, à un niveau plus structurel, puisqu'on a aussi besoin de le penser collectivement et de le penser dans la négociation, en effet, avec les structures. On a parlé des règles professionnelles, on a parlé des règles du secteur qu'il faut quand même réussir à modifier pour ne pas non plus pousser les acteurs dans des injonctions paradoxales extrêmement compliquées à tenir sur la durée. Et puis évidemment, sur les politiques publiques, avec cette question du national, du territorial, du national, et puis potentiellement aussi de l'européen ou de l'international, parce que cette question la question de la monnaie, mais aussi la question du droit et en effet des règles à pousser. Ouais. Merci vraiment beaucoup à Prosper, à Jean-Michel, à Luc, à Naïma, qui ont joué le jeu un peu au pied levé quand même, faut l'avouer. Donc ça, c'est vraiment super de votre part. Et puis, c'est vrai que ça nous donne un petit peu des devoirs de vacances aussi à travers les différentes ressources en tout cas, qui ont été un peu mises dans le chat. Merci à toutes et tous et au plaisir de se voir du coup à la rentrée pour aller vers nos tests d'humanité. Jean-Michel. Un très bel été à tout le monde. Merci beaucoup.